Est-ce que le passage à notre époque par une grande école fait encore sens? Si oui, comment? Moi, je dis souvent que les écoles, en fait, elles prémâchent le boulot. Il faut leur reconnaître un mérite, ne serait-ce que de nous héberger ce soir, mais en réalité, elles font un travail qui est un travail de sélection très en amont, qui consiste à évaluer les candidats sur des critères aussi objectifs que possible à un âge qui est celui des étudiants, 17 ans, 18 ans. Et puis ensuite, ils font ce travail sur des compétences analytiques, de culture générale. Il y a aussi une forme de déterminisme social qu'il ne faut pas éluder. Et en fait, elles construisent des générations de futurs cadres. Et puis ensuite, on fait avec ça, nous. Donc, c'est ma façon à moi d'ouvrir le débat, hein. Mais c'est ce que je constate souvent. Si vous voulez. Et donc, ta réponse, c'est quoi? C'est qu'elles font une partie du travail, en tout cas très en amont. Et donc, amont. c'est important de faire une grande école en France aujourd'hui pour avoir une jolie carrière? Eh bien, en fait, je pense qu'il y a une partie du travail qui est fait pour nous, de la sélection. Mais le problème, c'est que c'est un travail qui n'est pas, certainement pas définitif, parce qu'on s'adresse à des gens qui ont, à ce moment-là de leur vie, 17, 18, 19 ans, qui vont grandir, qui vont s'ouvrir, qui vont développer les référentiels, qui vont faire plein de choses dans leur vie. Et en fait, la vérité que nous, on va observer à 45 ans n'est pas celle que les évaluateurs d'écoles de commerce ou d'ingénieurs ont eu à observer lorsque les candidats, ce que nous, on appelle nous les candidats, avaient 17 ans ou 18 ans. Voilà. Donc il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose qui n'est pas définitif, certainement pas. Et c'est la beauté du jeu d'ailleurs. Heureusement que ce n'est pas un déterminisme total, loin s'en faut. Bah. Je vais un peu représenter l'entreprise, là, finalement, dans ce groupe aujourd'hui. Il faut reconnaître que si on est factuel, oui, faire une grande école, ça aide. Ça aide encore. Et peut-être un peu moins qu'avant, c'est pas certain. Je pense que ça dépend des secteurs d'activité. Il y en a où il y a un peu de prédestination quand même, me semble-t-il, avec des voies royales qui sont aussi réservées à des personnes qui sortent de certaines écoles. Maintenant, être bon en maths à 17 ans, ça ne veut pas dire qu'on sera un excellent manager à 35 ou 40. Voilà, on en a tous rencontré des très bons qui venaient effectivement du CERA des grandes écoles et d'autres qui étaient aussi excellents et qui venaient d'autres voies. Chacun fait son chemin, pas au même âge et pas au même moment. Néanmoins, il se trouve que dans les grands groupes, en tout cas, ça c'est certain, sachant que les grands groupes, ce n'est pas le seul monde du travail, il y a plein d'autres choses autour. Il y a quand même une préférence encore beaucoup affirmée pour les grandes écoles. Dans mon comité de direction, sur 12 personnes, il y a 3 polytechniciens et un centralien, quand même. Moi, ce que je trouve, oui, c'est que ça dépend des entreprises. C'est difficile d'être chez Airbus si on n'est pas ingénieur et ingénieur du haut des grandes écoles. Ça, c'est certain. Après, il y a une deuxième chose à laquelle je crois, c'est grande école, ça suffit pas. Moi, en tout cas, moi, je crois au MBA, je crois à tout ce qui est international. Voilà, c'est pas que la grande école française. Donc bon. Et puis après, c'est vers quoi nous allons. Moi, dans mes convictions, on va vers moins de formation initiale quand même et vers plus de soft skills. Ça, j'aurai l'occasion de le dire d'autres fois parce que c'est ma conviction. Je pense qu'on devient et que les générations qui viennent ne sont pas dans cette même logique d'apprentissage que nous avons pu connaître avant. Je crois qu'on est vraiment dans une transformation. Quand on avait visité l'école 42, j'avais eu la chance de venir, c'était avec HEC, et on était sur ça déjà. On était sur ça déjà, on ne veut pas savoir de quelle école vous sortez, on veut savoir comment vous raisonnez et si vous êtes capable de travailler ensemble. Voilà. Donc oui et voilà, ça change. Pour vous, est-ce qu'il y a différentes étapes quand on a préparé effectivement cette conférence? Il y a certains passages, un passage à la cinquantaine. Est-ce que vous voulez bien revenir sur les différentes étapes que vous avez constatées professionnellement et aussi personnellement? Alors, on ne va pas forcément citer les mêmes, probablement pas d'ailleurs, parce que nous n'intervenons pas forcément au même moment de la carrière des cadres. Hein. Donc, moi, je pense que, je vais commencer par le tout début, je pense qu'on a le droit à l'erreur. La première expérience, si chacun y repense, elle peut ne pas avoir été la bonne. Et c'est difficile pour un jeune d'obtenir un diplôme et de voir que le monde s'ouvre à lui, les possibilités sont infinies. Moi, je suis stupéfait de voir à quel point les jeunes stagiaires qu'on accueille chez nous, lorsqu'ils ont terminé chez nous, ils partent en Indonésie, ils partent en Inde, ils vont faire des stages extraordinaires. Il y a vraiment un champ des possibles qui est vaste.
Et paradoxalement, ça rend probablement le choix du premier job compliqué, d'autant que les employeurs s'évertuent à les attirer, notamment les grandes sociétés. Et je pense que la première expérience, elle n'est pas forcément déterminante. Alors, on ne sera peut-être pas forcément d'accord les uns les autres là-dessus, parce qu'on ne travaille pas tous dans les mêmes univers. Frédéric pointait tout à l'heure le fait qu'il avait une bonne connaissance de la grande entreprise. C'est vrai tu as raison de le dire, je trouve, il y a d'autres réalités. Il y a les ETI, les sociétés familiales, les petites sociétés. Donc, il y a plein de façons d'aborder ces sujets-là. Mais je pense que, et je me resitue dans ta question, et je suis moi-même père, donc j'ai des enfants, ils ne sont pas encore tout à fait en âge de faire des choix, mais je serai amené moi-même, s'ils me posent la question, à les conseiller. Je pense qu'il faut d'abord qu'ils suivent leur propre instinct et leur propre envie, et qu'ils se trompent. Alors je prends pour exemple ma propre expérience, j'ai fait une première séance, je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Mais en même temps, ça a été une formidable opportunité parce que ça a révélé que ça n'allait pas dans le sens de mes valeurs, que je n'étais pas prêt à faire ça. Donc je pense que la première expérience, je passerai la parole après à Lise-Marie et Frédéric, mais la première expérience, elle est fondatrice, qu'elle soit positive, favorable au sens où on y reste 5 ans ou pas. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va en apprendre et ce qu'on va en faire, je pense. Moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, tout à fait. L'idée, c'est de se rapprocher de ce qu'on a envie de faire. Moi, dans mes convictions, il y a, si on est content d'aller au bureau le matin, on va être bon. On va être bon après. On va être bon dans ce qu'on fait. On va développer une excellence parce que il y a une immédiateté, il y a une simplicité. Je ne crois pas qu'il faut être toujours dans la suradaptation. Voilà, c'est trouver ce qui fait sens pour nous. Et comme le disait Jean-Marie, peut-être se tromper ou pas. Moi, ce que j'ai vu, quand j'étais dans le recrutement, c'était, dans mes convictions aussi, il n'y a que des personnes comme vous, qui avaient un bon niveau général, etc. Si vous n'êtes pas au bon endroit, en règle générale, vous allez bouger. Vous ne restez pas dans le secteur d'activité qui ne vous plaît pas ou dans le job qui ne vous plaît pas, surtout en début de carrière. Vous allez bouger. Hein, voilà, vous allez bouger. Donc, c'est vraiment s'écouter pour mettre en place ça et pas se forcer trop. Voilà, pas se forcer trop. Pas se suradapter. Ouais, pas se suradapter. Oh, bah, moi, je partage tout ça. Il me semble, si on reprend ta question, Grégory, qu'il y a eu plusieurs époques et que c'est encore en train de changer. Quand j'étais tout jeune, j'avais l'impression c'était le règne des papy-boomers. Enfin, ils étaient baby-boomers et maintenant, ils sont papy-boomers. J'avais le sentiment qu'on attendait son tour, c'est-à-dire que chacun attendait que son chef bouge pour prendre sa place, etc. Dans un monde qui était assez figé, assez prévisible. Et puis, il y a peut-être 10-12 ans, je sais pas, il y a eu une crise de jeunisme, c'est-à-dire tous les 50 ans sont passés à la lessiveuse parce qu'on s'est mis à nommer des CEO de 40 ans et puis on s'est rendu compte que ça marchait bien. Alors, du coup, il n'y a pas de raison que ça change. Après, donc, il y a eu un vrai changement, à mon avis, massif. Et là, c'est encore en train de changer. Il me semble que les jeunes d'aujourd'hui, alors moi aussi, j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes, ces sujets-là, ça ne les intéresse plus. Ils n'ont pas envie de prendre la suite de leur père, ils n'ont pas envie d'attendre que leur chef parte à la retraite. Ils viennent parce qu'ils ont envie de faire quelque chose, et puis si ça ne leur plaît pas, ils vont faire autre chose. Donc ils passent du temps, par exemple, dans les cabinets de recrutement, puis après ils vont faire une année en Indonésie, pour reprendre ton exemple, puis après ils reviendront, puis ils iront peut-être dans une start-up, j'en sais rien. Enfin, ça passera peut-être aussi la mode des start-up, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volatilité qui est maintenant intrinsèque à la population. Elle me paraît beaucoup moins forcée par le contexte économique qu'à une époque où on s'accrochait, parce qu'on se disait que si je suis au chômage, ça va être dur, quoi. Là, on parle de la première partie de carrière, ça va être les premières années. Est-ce que la trentaine, la jeune quarantaine, créer un mécanisme peut-être plus d'entonnoir, on revient plus sur des mécanismes classiques? Oui, probablement, parce qu'en parallèle, donc, il y a le développement de la carrière, ce dont on vient de parler en partie, parce qu'on a essentiellement insisté sur les premiers stades de la carrière. Et puis après, il y a aussi le développement personnel et familial, qui est une forme de contingence. Je vais faire un témoignage. Nous-mêmes, lorsqu'on recrute, on accompagne le recrutement de cadres supérieurs, des questions que nous ne sommes pas censés poser, qui ont trait à la vie familiale, à la vie conjugale, etc. Mais naturellement, quand vous cherchez pour voir un poste qui est basé en région, qui va nécessiter que la personne se déplace toute la semaine et qu'elle est père ou mère de 4 enfants et que l'époux ou l'épouse travaille, forcément, il y a une équation. Et donc, nous, on ne va pas essayer de juger, certainement pas, on va essayer de comprendre et d'attirer l'attention de la personne sur la réalité que ce poste-là va représenter. Pourquoi je fais cette digression? C'est parce que dans le développement des carrières d'aujourd'hui, il faut aussi garder en miroir la réalité sociologique des cadres.
beaucoup plus que par le passé. Les personnes sont séparées, ont des gardes aussi alternés, qui créent aussi des obligations parfois d'avoir le couple dans le même endroit. Vous avez la facilité des carrières à l'international, beaucoup plus qu'il y a 20 ans probablement. Il n'est qu'à voir la commoditisation même de notre propre métier. Aujourd'hui, un cadre, je dirais, moyen est approché régulièrement via les réseaux sociaux. Donc il y a une facilité de changement, tout au moins pour les 20 premières années. Et c'est après, parce que en creux dans ta question, Grégory, je pense qu'il y a la question de l'âge. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a passé un certain âge? Et là, on va rentrer dans le politiquement correct, on restera filmé, mais c'est vrai qu'il y a une problématique en France. Nous en avons parlé lorsque nous avons préparé ce sujet. Il y a une problématique qui est extrêmement sensible, probablement beaucoup plus qu'à l'étranger. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Il y a une sensibilité, voire une hypersensibilité sur l'âge. Alors, il y a des métiers dans lesquels il y a des pénuries, et je garde en tête qu'il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a aussi les TPE, les PME, les ETI, donc le champ des possibles est très vaste. Mais vous avez des populations où les talents sont tellement disputés que ce critère-là ne joue pas. Ça joue sur peu de gens. Et vous voyez bien dans la presse les fonctions qu'on n'arrive pas à pourvoir. Mais vous avez aussi, puisqu'on est là quand même plutôt pour parler des cadres, une réalité qui est que, c'est toujours un peu délicat, mais au-delà de 50 ans, quelqu'un évoquait ce chiffre-là, voire même parfois avant, dans certaines fonctions, il y a des attributs à la fonction, il y a quelque chose que l'on rattache à l'âge qui fait que, ou qui font que c'est plus compliqué. C'est un niveau d'acceptation, c'est dans les croyances, c'est dans les habitudes. Et là, on est sur un nœud qui n'est pas uniquement le nôtre, hein, qui est celui du pays tout entier, où vous avez des gens qui ont du talent, qui ont de l'énergie à revendre, mais qui ne rentrent pas en fait dans des canons de beauté, si vous permettez que j'utilise cette expression, enfin, canons standards, et qui les empêchent parfois de jouer leur chance à plein sur des fonctions qui pourtant les intéressent et pour lesquelles ils auraient des talents. Et de ça, on peut en parler entre nous, et même avec vous, parce que c'est un sujet qui nous dépasse largement. Et ça, c'est une réalité. Après, tu sais, on a fait venir les gars de la BRI, du RAID, donc tu peux dire tout ce que tu veux, on coupera au montage. Ils avaient qu'à être là ce soir. Dans les étapes, alors, dans ce qu'on constate, donc pour être dirigeant, faut avoir une expertise technique. On n'est pas dirigeant totalement transverse. Il y a des routes. Hein. Donc, il y a 3 routes. Hein. Il y a une route marketing, une route financière et une route industrielle. Donc, l'idée, c'est, de façon générale, c'est de passer d'expert à manager. Hein. Voilà. Et donc, de tracer sa route, quoi, parce que ça va vous correspondre après et vous allez construire votre carrière là-dessus. Donc, moi, ma première conviction, c'est on ne peut pas se passer de l'expertise technique. Après, il va falloir la lâcher, mais on ne peut pas se passer de l'expertise technique. Donc, si on est à 30 ans, faut être là-dedans, quoi. Faut être là-dedans. Donc, bon. Je voudrais faire quand même un petit couplet sur le réseau, puisque j'ai un de mes associés avec Baumlar, qui est un des as du réseau. Donc, à 25 ans et à 30 ans et à 50 ans, c'est le réseau, bien sûr, c'est dans les trucs à faire. C'est penser à votre réseau, parce que ça, c'est toute la suite de votre carrière, vous aurez besoin du réseau. Hein. Donc ça, c'est simultané. Hein. Donc on n'est pas que dans des étapes, on est aussi dans des relations qu'on tisse. Voilà, des relations qu'on tisse et qui vont faire que votre carrière, vous allez pouvoir la construire aussi. Voilà. Il y a une question qu'on s'était posée, surtout parce que tu as fait une grande partie de ta carrière dans ce qui est devenu Suez, qui était comment évoluer après une longue expérience dans la même entreprise. Est-ce que tu peux justement partager le cheminement que tu as eu, que tu as vu aussi en tant que DRH, parce que tu as accompagné de très nombreux cadres supérieurs et dirigeants à évoluer. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as vécu. Oui, je l'ai vécu. Alors, vu beaucoup moins que vécu, en fait, parce que dans un groupe comme Suez, les gens, au bout d'un certain moment, ils partent pas. Ils partent plus. Je dirais pas qu'ils s'accrochent forcément à leur poste, mais après, au bout d'un certain moment, si on a un peu d'intelligence personnelle, on révise aussi ses ambitions. On cherche à se faire plaisir autrement. Potentiellement, on peut essayer de durer. C'est assez fréquent aussi. Parce que bon, toutes les carrières ne montent pas jusqu'en haut. Une entreprise, c'est une pyramide. En haut, il reste 10 postes. Et tout le monde ne peut pas y monter nécessairement. Surtout que ceux qui sont tout en haut, en général, ils n'ont pas très envie de laisser leur fauteuil non plus. Puisque eux, au-dessus, ils n'ont plus rien. Donc, ça joue aussi beaucoup. Et donc, moi, j'ai surtout vu au sein de Suez des gens qui ont trouvé des satisfactions à en faire autre
quitte à, entre guillemets, faire des carrières horizontales, ce qui n'est pas du tout blessant ni infamant, mais en changeant potentiellement de région, parce que la mobilité, il l'a retrouvée après un certain âge, ou en passant du fonctionnel à de l'opérationnel, ou en se mettant sur des projets pendant un certain nombre de temps. Et ça peut tout à fait fonctionner comme ça. Alors ça présente un risque pour l'entreprise. Elle peut garder bien sûr son expertise, puis de temps en temps, quand elle a besoin de faire des changements et de faire du turnover, c'est pas facile dans des groupes comme Suez, parce que les gens n'ont pas nécessairement envie de partir. Puis après, moi, je l'ai vécu autrement, parce que moi, j'ai ressenti, après 30 belles années, que j'arrivais plus à mettre mon énergie au service de l'entreprise. Non pas que j'étais pas occupé, mais j'étais dans une tour, dans une holding, dans un rôle de cadre dirigeant de grands sièges, et je me voyais pas faire encore 10 ou 12 ans comme ça, parce qu'il y avait un décalage entre l'énergie qui était la mienne et mon envie, pas nécessairement de monter encore de manière verticale, mais en tout cas voilà, de donner autre chose, notamment de revenir vers des fonctions RH opérationnelles, ce qui m'était plus permis dans le groupe. Et là, à un moment donné, effectivement, l'évidence est venue. C'était soit, effectivement, on fait bonne fortune, bon cœur, ce qui n'était pas ma conviction, ou alors il fallait s'en aller. Est-ce que tu as décidé de changer, ou est-ce que quelque part c'est un peu la décision qui t'a pris par ce manque d'énergie Ah non, j'ai décidé. Ouais. J'ai décidé. Mais c'est un cheminement qui a été long, qui a pris du temps, qui est passé aussi par une école de coaching que je faisais en parallèle, qui m'a fait travailler sur moi-même, et puis challenger aussi par mes pairs, bien évidemment, challenger aussi par le réseau, parce que le jour où on se dit, tiens, il faut que je change, on regarde quand même son carnet d'adresses, puis on se dit, ah, c'est peut-être pas tout à fait le réseau qu'il va me falloir, donc il faut choisir des sparring partners qui peuvent te dire ben vas-y ou n'y va pas, parce que potentiellement des gens qui pourraient dire mais t'es fou, enfin, bon, personne ne me l'a dit, hein, mais ça aurait pu aussi être ça, et puis qui aident justement à reconstruire quelque chose, un autre projet aussi. Tout seul c'est compliqué, poussé par son entreprise ça arrive à plein de gens. Malheureusement c'est quand c'est subi, c'est plutôt toi qui les gère. Ceci étant dit, même quand on choisit soi-même, il faut se faire accompagner, c'est plus simple. D'accord. Ce matin, tu as posté sur LinkedIn, comme tu le fais de temps en temps, un article sur l'importance de la connaissance de soi en tant que manager, que j'arrive à me manager avant de manager les autres. C'est un thème qui est revenu dans nos préparations. Apprendre à se connaître, se développer personnellement. Est-ce que tu veux bien partager ça? Et puis, parce qu'il y a cette dimension de coaching, de formation continue, mais pas seulement initiale. Oui, alors c'est une conviction très forte chez moi. Alors, si tu m'avais interrogé il y a 10 ou 15 ans, je ne l'aurais pas eu. J'aurais dit autre chose, en bon DRH, j'aurais expliqué probablement les choses différemment. Mais aujourd'hui, avec l'âge, l'expérience et aussi avec mon expérience de développement personnel à travers le coaching, je me rends bien compte qu'en fait, la plupart des choses qui nous font dérailler en tant que manager, c'est une mauvaise connaissance de soi-même. Parce qu'on a tous des stresseurs, on est tous de temps en temps confrontés à des situations qui sont compliquées, des relations qui sont compliquées avec un manager, des collègues, peu importe, ça peut être simplement une situation, pas forcément des individus. Et quand on se connaît bien, alors on n'évite pas forcément le déraillement, mais on le sait à l'avance, on peut le prendre avec un peu de recul et on peut se corriger rapidement. Quand on ne le connaît pas, très souvent, on s'enferme dans des situations managériales qui peuvent devenir malveillantes. Il y a assez peu de psychopathes dans les entreprises. Hein. En revanche, des managers malveillants qui sont eux-mêmes des victimes du système, en tout cas qui se sont créés par eux-mêmes, ça, il y en a beaucoup. Et donc aujourd'hui, je suis convaincu, et si un jour j'avais l'opportunité de le faire comme ça, from scratch, dans une entreprise où on ne dépenserait pas un euro pour développer le manager, j'aimerais beaucoup prendre les primo-excédents. Et puis, c'est ce que j'ai marqué dans mon article ce matin ou hier, et puis les former à la connaissance de soi, qu'ils puissent apprendre. Et je pense qu'on économiserait les millions qu'on dépense après pour rattraper les bourdes managériales ou les situations compliquées. C'est d'autant plus vrai... oui, vas-y. Non, vas-y. Je voulais commenter ce que dit Frédéric, parce que nous, on l'observe. Je crois que ce qui est en cause, c'est la relation entre le cadre et son entreprise. Il y a 20 ans, l'entreprise... d'une certaine façon, pouvait faire des carrières, pouvait façonner des parcours pour beaucoup de personnes, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup. Et là, cette relation à l'entreprise, elle a changé. Elle est devenue, pas forcément partout, mais beaucoup plus transactionnelle, c'est-à-dire que je suis un cadre, j'apporte ma capacité de travail pendant une période donnée, intérêt bien compris, je suis l'entreprise, j'utilise cette capacité, et puis il y a un début et il y a une fin. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui est beaucoup plus en forme de mission qu'en forme de vocation ad vitam aeternam. Dès lors, la conséquence, c'est qu'en tant que cadre, il faut développer
une capacité à rebondir, parce que votre sort, c'est à vous de le piloter. Alors, ça peut paraître curieux de dire ça, mais on a beaucoup de gens qui sont très intelligents, très cultivés, très bien formés, parmi les meilleures écoles, ne sont pas du tout préparés à ça. C'est en train de changer, parce que quand vous regardez les modules de formation dans les écoles de commerce, y compris dans les premières formations, maintenant les jeunes sont formés à faire des pitchs, à vendre, à chercher, à développer un réseau, à l'entretenir. Donc cette compétence, moi je parle vraiment de compétence, mais je suis déformé dans ma profession, elle est maintenant inscrite dans l'ADN des jeunes générations. Mais nous, on doit gérer des personnes, on est confronté à des personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Pour beaucoup d'entre elles, et qui n'ont pas été préparées à ça. Et elles se trouvent dans cette situation que tu évoquais, où elles ont fait 20 ans dans une société, et puis un jour, l'entreprise dit « terminé, l'histoire est terminée ». Donc c'est très brutal. Et si on n'a pas été préparé à ça, eh bien là, ça peut être très cruel. C'était d'ailleurs un des thèmes que tu évoquais dans la présentation. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il existe tout un tas de façons de faire ça. Ça peut être le coaching, bien évidemment, mais ça peut être aussi la lecture. Combien de cadres d'entreprise prennent le temps de lire ? Moi, je dis parfois aux gens, prenez une demi-heure par semaine pour lire les Échos. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ce temps-là. Sortez, venez à ce genre de conférences, ayez un mentor, voyez quelqu'un. Le monde de l'entreprise est cruel, il est extrêmement violent dans ses interactions humaines. Pas partout, je ne veux pas dresser un portrait sombre de A à Z, mais enfin, tu l'as dit toi-même, ça peut être très compliqué en entreprise. Et si l'on est seul, isolé, avec qui plus est des croyances dans lesquelles on s'entretient, eh ben, on est confronté à des situations où on n'est pas armé pour gérer ces situations. Et elles peuvent être très douloureuses. Donc, s'ouvrir un maximum pour se préparer à ces moments qui vont exister pour beaucoup d'entre nous. Et Marie, tu disais vraiment mettre dans son agenda justement ce genre d'activité. Ah oui. Oui, ça aussi, oui, ça c'est sûr. Mais je voulais aussi, donc je termine sur ça, puis je voulais dire quelque chose sur ce qu'a dit Frédéric. Oui, c'est... Donc moi je suis dans un cabinet de outplacement, donc j'accompagne des dirigeants qui sortent de l'entreprise et pour qu'ils retrouvent un autre job. Et donc pour retrouver ce job, évidemment c'est le réseau qu'ils pratiquent toute la journée. Et quand je dis toute la journée, c'est-à-dire une approche réseau quand on cherche un job, c'est au moins un rendez-vous par jour. C'est plutôt entre 5 et 8 rendez-vous par semaine. C'est ça une recherche d'emploi d'un dirigeant aujourd'hui. Donc c'est vraiment et après, donc c'est vraiment challenging et ils y trouvent du sens. Après vous vous renseignez, vous rencontrez des personnes passionnantes, vous connaissez vos concurrents par cœur. Enfin bon, il y a tout un processus. Et après ils retrouvent un job. Et donc quand ils retrouvent un job, là ils me disent attendez Lise-Marie, moi il y a un truc que j'ai pigé, c'est le réseau. C'est le réseau. Donc et ils savent bien que 3 fois sur 4, ils sont arrivés en amont des recrutements, par le réseau, en amont des recrutements. Et donc ils disent, alors ce réseau, je vais en faire quoi ? Et donc, ce qui est assez courant dans notre métier, c'est de se fixer des objectifs relationnels. C'est-à-dire, vous prenez votre job et vous vous dites, parce que vous avez, je suis sûre, tous, bien sûr plus de 500 contacts sur LinkedIn, mais sans doute plus de 1000. Et alors, comment vous allez les joindre, ces gens-là ? Donc, l'idée, c'est de se fixer une centaine de personnes par an, 10 personnes par mois, et de se dire, j'envoie un mail, je passe un coup de fil, je bois un verre ou je déjeune, mais je lance quelque chose, le côté émetteur, je lance quelque chose. C'est énorme et ça ne fera que 100 personnes. Donc, vous voyez comme il reste des choses. Et si je puis me permettre, je pense que tous les deux, on a un biais énorme. Donc vous pouvez penser qu'on exagère. Vous pouvez penser légitimement qu'on exagère. Mais si vous Petite réaction de la salle ou pas ? Vous pensez qu'on exagère ou pas ? mais pour qui s'est un jour retrouvé dans cette situation, on peut parfois effectivement constater que l'on pensait connaître beaucoup de gens, mais c'est une autre paire de manches que d'avoir des rendez-vous avec eux pour partager un café et parler carrière. Donc, prendre de leurs nouvelles. On est forcément biaisés tous les deux, mais quand même. Sur la partie connaissance de soi qu'avait abordé Frédéric, moi je voulais... Alors, dans connaissance de soi, je prends l'axe relations interpersonnelles. C'est-à-dire, on peut penser que, justement, dans ce type de travail, quand on se connaît mieux, on se comprend mieux soi, et du coup, on va comprendre et entendre un peu mieux l'autre. Et donc, on peut faire l'hypothèse d'une amélioration dans la gestion de nos relations humaines, personnelles. Dans mon métier, dans l'outplacement, il y a souvent
il y a souvent la phrase suivante que j'entends, ah ben, c'est pas trop dur pour toi, Lise-Marie, t'accompagnes des chômeurs, c'est pas des losers, tout ça. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Alors, il y a 95% des clients du cabinet qui sont dans deux contextes. Un, c'est un contexte de changement et de transformation. C'est-à-dire, le DG change, et puis donc il va changer son DRH, son financier, sa DIRCOM, et ça fait du business pour les chasseurs aussi. Voilà. Donc il y a une valse permanente des dirigeants, permanente. Il peut y avoir donc bien sûr des processus de fusion, etc. Et on arrive au même résultat. Bon, ça c'est un premier cas, et donc ça n'a rien à voir avec les personnes. Et après, pourquoi elles peuvent être amenées à quitter l'entreprise? De mon point de vue à moi, et je ne fais pas une généralité, je dis dans mon métier, c'est pas pour des histoires de compétences. Ils sont compétents. Ce sont pour des histoires de relations personnelles. Ça n'a pas bien fonctionné avec le N+1 ou avec le N+2. Ce sont des relations personnelles. Donc moi, je vous invite à faire très très attention aux relations humaines. Tu ouvres un champ, là. C'est intéressant. Mais Voilà. Frédéric a la parole. avant. Mais voilà, après, c'est la... Voilà, La dynamique réseau, elle est importante. Ce que vous évoquiez aussi, c'est au même titre que à mettre dans son agenda peut-être une conférence comme celle-ci, mais aussi le fait de prendre le temps de recevoir quelqu'un qui nous sollicite. Bien sûr, bien sûr. Et qui, lui aussi, est en recherche. Rendre d'un service. poste. C'est rendre service. Oui, et puis de façon plus utilitaire encore, si vous recevez quelqu'un qui est en transition, c'est comme ça qu'on dit pudiquement, donc en recherche, Bravo. c'est gagnant-gagnant. Parce que vous accueillez pendant 1 heure une femme, un homme qui est dans votre secteur, il va vous parler de son entreprise, de ce qui s'y passe, des tendances, des opportunités sur lesquelles il est actuellement, et vous-même vous vous mettez à la page. Ça participe aussi du développement et du développement de ce que moi j'appelle les référentiels. Avoir d'autres référentiels que sa seule entreprise, où on est depuis 20 ans, on va à la cantine tous les jours, et on voit les mêmes personnes, et on fait la même chose. Alors maintenant, on bouge parce que les entreprises, quand même, continuent de piloter les carrières, donc on passe 3 ans là, 5 ans là, 3 ans là. Et ça reste le même univers. Et moi, j'encourage autant que possible les cadres à accepter la proposition d'aller faire une formation à Londres, même 3 jours. De faire un mentoring et d'être mentor d'un jeune haut potentiel. Ça vous barbe, on vous donne un jeune d'un autre continent en disant est-ce que tu veux bien être son mentor dans le cadre d'un programme de haut potentiel. Prenez une conférence à laquelle vous invitez. Alors naturellement, il ne faut pas courir les cocktails en ville toute l'année, mais si une fois tous les trimestres, ne serait-ce que ça, à minima, vous pouvez sortir de votre entreprise et aller écouter ce qui se passe à l'extérieur, ça c'est super. C'est super. Toi, tu es passé par la case formation dans une structure de coaching. Lise-Marie, en plus du conseil en évolution de carrière, tu es executive coach certifié HEC. HEC en plus. Qu'est-ce que vous en avez retiré? On a l'aspect réseau, l'aspect connaissance de soi. Et qu'est-ce que surtout, lorsque vous avez eu l'occasion d'échanger, lorsque tu as l'occasion d'échanger régulièrement avec des cadres dirigeants dans un accompagnement coaching, mais pas forcément qu'orienté outplacement, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu découvres? Moi, je vais répondre en rebondissant en fait sur les propos de Lise-Marie, puisqu'elle a complètement raison. Lise-Marie accompagne des dirigeants. À partir d'un certain niveau dans l'entreprise, l'expertise technique compte plus. Il n'y a plus que du relationnel. Il y a des gens qui sont entre eux dans des univers plus ou moins bienveillants, des comités de direction, des structures, parce que c'est pyramidal et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est là que tout se joue. Et parfois, on n'est pas responsable. Ça peut arriver que toute la direction générale change et que tout d'un coup, ceux qui étaient très bien avant, tout d'un coup, ils ne sont plus à la mode ou on veut les changer ou que sais-je. Il peut y avoir tout un tas de situations. Mais c'est vrai que je pense que très souvent, il s'est passé, alors même quand la personne doit partir mais qu'elle n'est pas responsable, il y a un truc qu'elle n'a pas vu, sans doute. Un changement relationnel, pas un changement de culture, la culture c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais une autre façon de voir les relations entre les personnes, des dirigeants qui étaient ceux qui comptaient à un moment donné, puis qui ont changé, puis c'est d'autres, etc. Et qui n'ont pas su faire leur réseau interne. Ils n'ont pas réussi à le tenir à jour. Parce que c'est vrai qu'en même temps, on a du boulot de 8h du matin le lundi jusqu'à je ne sais quelle heure le vendredi. Comme dit Jean-Marie, on a déjà du mal à sortir une fois tous les trimestres. Si en plus il faut être attentif à l'intérieur de son entreprise à la manière dont les relations changent entre les grands dirigeants, alors là, voilà. Et puis le jour où c'est son tour, où il faut s'en aller, on se dit qu'on a raté quelque chose. Donc ça se joue vraiment là. Enfin,
Je pense que, et en particulier à partir d'un certain niveau. Justement, on a cette thématique, cette question qu'on s'était lancée qui était est-ce que l'entreprise doit gérer les carrières, le fait-elle et comment? Et puis de l'autre, il y a le côté comment je grandis dans l'entreprise, comment je prends ma carrière en main, comment je décide de mes prochaines étapes, qui est un peu un paradoxe. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, alors si je suis un peu provocateur, je dirais que les entreprises ne gèrent pas les carrières. Et pourtant, j'ai été gestionnaire de carrière pendant longtemps dans ma vie, y compris comme DRH. Et puis c'est exprès, je fais un peu une caricature. Les entreprises, elles gèrent leurs besoins. Elles ont des besoins de staffer des postes. Elles ont besoin de remplacer des personnes, elles ont besoin de créer des postes nouveaux parce qu'elles ont des opportunités. Et puis, si en plus elles arrivent à prévoir, et Dieu sait si c'est compliqué, de plus en plus compliqué maintenant, elles arrivent à faire un petit peu de gestion prévisionnelle. Voilà. Et puis à côté, il y a un collectif de cadres, et ces cadres-là, ils viennent s'inscrire et se mettre dans les bonnes cases, ou pas. Donc, on peut appeler ça de la gestion des carrières, ça ressemble quand même beaucoup plus à de la gestion de besoins que l'inverse. Donc, moi, je pense, et avec mes 30 années d'expérience, que c'est vraiment au cadre de gérer leur carrière. Être acteur de sa carrière, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant, que le monde est quand même troublé et extrêmement changeant. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, gérer sa carrière, c'est quoi? C'est ouvrir ses yeux, ses oreilles, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est écouter, voir, sentir les opportunités quand elles passent. C'est pas toujours simple, il y a des conférenciers qui se sont fait sont spécialistes de ce genre de choses, mais ils ont raison. Et puis, quand elles se présentent, c'est sauter dessus. Voilà. Et on fait sa carrière de cette manière-là. Et là, on match effectivement le besoin de l'entreprise avec son besoin soi-même de progresser ou de se développer. C'est un peu sportif, mais c'est comme ça que ça se passe, me semble-t-il. Oui, je voudrais ajouter un commentaire qui est un peu incident en fait, mais qui pour moi est fondamental. C'est que tu as évoqué tout à l'heure la différence entre les experts et puis les managers, et puis après il y a les dirigeants encore, que moi je déconnecte encore. Donc vraiment les personnes, le happy few, qui est tout en haut de la pyramide, pour reprendre l'image de Frédéric. Je pense que pour arriver à gérer une carrière de dirigeant, il faut aussi avoir des ancrages personnels forts. On l'oublie très souvent, mais un dirigeant, en particulier celui qui est celle qui est tout en haut d'une organisation, il voyage énormément. Il travaille énormément, il subit une pression qui est colossale, et donc il faut déjà qu'il ait une capacité physique et des capacités psychiques un peu hors du commun. On le dit de nos hommes ou femmes politiques, c'est aussi vrai des dirigeants. Et ça, c'est vrai aussi pour les 10 ou les 5 qui font la tête d'une entreprise. Donc, la question des ancrages, alors ça peut être familial, ça peut être conjugal, ça peut être sportif, artistique, spirituel. Spirituel, ça regarde les gens. Mais il faut un équilibre, parce que c'est un métier qui est tellement compliqué, dirigeant, ça vous prend tellement que, et c'est notre rôle aussi à nous, par petites touches et avec le respect des règles bien sûr, mais de nous assurer que les personnes sont à tout le moins conscientes de ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas juste monter dans la pyramide, c'est accepter d'emmener avec soi tout un équilibre. Tout un équilibre. Je ne suis pas certain que ça résonne forcément nettement, mais ceux qui le sont, dirigeants, il y en a dans la pièce, il y en a dans la salle, et on est tous un peu dirigeants quand même, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Je pense voir ce que je veux dire, j'espère en tout cas. Donc s'interroger sur ces ancrages, c'est très important. Et le travail de la connaissance de soi passe par là aussi. Parce que on voit des gens qui nous disent bon, j'ai cette situation familiale qui ne me permet pas d'être mobile, par exemple. Ils l'assument, fassent bien ou pas bien, mais on doit compter avec ça. C'est très important, ça. Je me permets de dire parce que ça dépasse un peu le professionnel, mais ça participe du succès aussi de la suite de carrière, notamment chez les dirigeants. Moi, je voulais, tu parlais de gérer sa carrière, parler du temps qui passe. Dans ma vision des choses, c'est se dire, alors on avait parlé ensemble de combien de temps passer sur un job, combien de temps rester dans l'entreprise. De ma fenêtre dans l'outplacement, quand quelqu'un a passé 20 ou 25 ans dans une entreprise, c'est en règle générale beaucoup plus difficile pour lui de retrouver un job. Non pas qu'il ne soit pas qualifié, qu'il ne soit pas flexible, qu'il n'ait pas bougé à l'intérieur de cette entreprise, mais en perception pour le recruteur, il y a une image qui n'est pas assez flexible
et donc qui va le pénaliser par rapport à d'autres, puisque le recruteur aura le choix. Donc, il y a le temps qui passe, et donc, dans mes convictions, il faut bouger tous les 7-8 ans et changer d'entreprise. Peut-être tous les 10 ans, mais voilà. Moi, je suis plutôt à conseiller ça en termes de gestion de carrière, voilà. Et quand vous êtes à l'intérieur de l'entreprise, c'est là aussi, vous gardez votre énergie, quoi. Donc, c'est tous les 3 ans, vous vous dites, bon, bah allez, ça y est, je suis au taquet, allez, qu'est-ce que je fais? Le poste d'après, c'est quoi? Donc, c'est rester sur cette dynamique-là, quoi, et pas attendre de l'entreprise que peut-être, je sais pas quoi. Voilà, c'est vous prenez votre carrière. Donc, moi, c'est le temps qui passe. C'est faire attention à ça. J'ai accompagné des gens d'immense qualité et qui avaient juste pas, enfin, qui sont tombés de l'armoire quand ils ont vu comment le marché les a accueillis, quoi. Voilà. On apprend en bougeant. J'ai envie de commenter ça, Frédéric, si tu permets, parce qu'on a un regard sur les carrières qui est assez proche de celui de Lise-Marie. On fait des métiers différents, mais on peut se retrouver sur pas mal de choses. Je vois quand même une limite à ça. C'est que... c'est bien, tant mieux. Je disais, quand on a préparé, il faut qu'on ne soit pas d'accord. Grégory avait dit qu'il faut qu'on ne soit pas d'accord sur les sujets, donc on s'est entraîné. Ça y est, on en a... Quand on est mandaté pour trouver un directeur général, par exemple, on va regarder ça. Donc on va s'assurer que ça a été suffisamment rythmé pour que, ce sont des signes de bonheur et de succès professionnel, la personne se soit vue confier des responsabilités tous les 3 ans. Mais il faut aussi que la personne ait obtenu des résultats. Et vous voyez aujourd'hui se développer des comportements de gestion de carrière où ça papillonne un peu. Il y a des groupes où c'est même un peu caractérisé. Donc nous, ce qui nous intéresse quand on recrute un directeur général, c'est de savoir comment il a géré cette situation quand il a fallu faire un plan social. Pas uniquement l'annoncer, mais le faire. Et puis un deuxième, dans des circonstances différentes, dans une culture d'entreprise différente. Qu'est-ce qu'il a raté? On apprend tout autant des échecs que des succès, même en France. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours un peu pareil, il faut que ce soit suffisamment court pour que ça donne le signe de quelqu'un qu'on a développé, mais suffisamment consistant quand même pour qu'on se dise que la personne, devant un cas d'entreprise compliqué, où il faudra faire un turnaround, où il faudra, je sais pas moi, multiplier par de l'activité, elle en a les capacités. Il ne s'agit pas d'exposer quelqu'un dans un poste de dirigeant sans qu'on ait vérifié au préalable qu'il a les capacités pour le faire, quand même un peu. C'est là où c'est subtil dans notre position parfois. Parce qu'on est tenté, mais en même temps, il nous arrive d'hésiter. Donc il y a plusieurs critères. Il y a des dirigeants, on a eu l'occasion de discuter, qui ont des résultats exceptionnels en France, qui ont du mal à passer la barre de l'international parce que les chasseurs vous disent vous n'avez pas d'expérience à l'international, on ne va pas vous positionner. Donc il y avait la place de l'international dans l'évolution de carrière, ça c'est quelque chose d'important, je pense, à aborder. Et le deuxième, quel est le conseil que vous donneriez à une directrice marketing, un directeur commercial qui veut un jour accéder à un poste de CEO, de faire par rapport à la chasse, par rapport à l'évolution de carrière, par rapport à la dynamique de ressources humaines? Est-ce qu'on peut aborder ces deux thématiques qui sont pour moi en partie liées? Donc, moi, je peux dire un mot de l'international pour la manière dont je l'ai vécu et ce que ça m'a rapporté. C'est un vrai booster. À la fois, c'était un choix qui était difficile à l'époque. J'étais pas tout à fait jeune marié, mais avec des jeunes enfants. Donc, tout à l'heure, on parlait des freins. Effectivement, prendre des carrefours comme celui-là, moi, j'en ai vu des gens qui ont refusé pour les mêmes raisons. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de refuser une opportunité. Mais chacun juge aussi par rapport à son équilibre, à la vie de sa famille, à ses relations, etc., s'il peut le faire ou pas. Donc, j'encouragerais plutôt à le faire malgré tout. Parfois, on ne creuse pas trop. Je dis souvent, je reconnais quelqu'un au fond de la salle avec lequel on a eu souvent de ces discussions comme ça. L'entreprise est souvent capable de se plier en quatre pour un homme. Elle le fait beaucoup moins pour une femme. Parce que les femmes n'osent pas demander. Pour un homme, on va prévoir des logements temporaires, du commuting, des billets d'avion, des machins, il peut rentrer quand il veut, etc. etc. Et pourquoi ça se présente rarement dans l'autre sens? Alors qu'en fait, il suffirait juste de demander. Donc tout ça, ça se pèse. Et ce qui est sûr, c'est que moi, quand je suis parti, je ne savais pas du tout que ça allait booster ma carrière. D'ailleurs, ça ne l'a pas boosté tout de suite, parce que le retour est aussi difficile, si on parle d'international. Alors, il y a des gens qui réussissent formidablement leur retour, mais je crois que ce n'est pas la grande majorité. Okay. Parce que quand on rentre, il faut une sorte de sas de transition, une phase où effectivement il faut réatterrir parce qu'on a changé de monde, donc il faut revenir dans le sien.
Et puis après, effectivement, le fait d'avoir côtoyé une autre culture, parler une autre langue, gérer des budgets différents dans une autre monnaie, etc., bah oui, ça fait briller les yeux des recruteurs, internes ou externes, et bah, ça booste une carrière. Il faut le reconnaître. Je ne suis pas complètement sûr que ça booste tout jeune, là, les jeunes qui partent maintenant en VIE ou ailleurs, ça je ne suis pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en milieu de carrière, enfin en tout cas à partir de la trentaine, quand ça commence à devenir sérieux, si on peut dire, là c'est un booster. Toi, tu voulais parler sur l'international. Je ne peux pas m'empêcher de commenter l'international, mais vas-y. Non, mais c'est toi. Non, quand on s'est rencontrés pour préparer cette réunion, on a fait, je me souviens d'avoir fait un distinguo, il y a international et international. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont plus bankable que d'autres. On peut être loin des yeux et finir loin du cœur. Il y a, ça je ne l'avais pas évoqué, mais j'y pense à l'instant, il y a des responsabilités fonctionnelles qui vous donnent le goût de l'international, mais en réalité, il faut bien voir que c'est une équation complète. Ça n'est pas que être à l'étranger, c'est aussi ce qu'on a fait à l'étranger. Quelqu'un qui veut être dirigeant, s'il va sur un poste fonctionnel qu'on lui a vendu comme étant une opportunité sur un poste européen, combien de cadres on a comme ça en contact qui nous dit « je suis directeur marketing Europe dans telle société mais alors nous on a envie de savoir, mais alors vous pilotez des équipes de combien de personnes, quel est exactement ce que vous faites ?» Parce que les gens après ils veulent revenir, ce qui est normal, légitime, et occuper un poste de DG. Ah oui, mais sauf que la case à l'international, elle n'a pas toujours contribué à élaborer un profil de futur DG. Donc il faut regarder l'international. Il y aurait un sujet d'ailleurs, et c'est combien de fois on peut refuser en interne ? Parce qu'on voit pas mal de groupes où la culture, le non-dit, une fois que vous avez refusé une fois, 2 fois, 3e fois, en général, ça vous coûte votre promo d'après. Donc ça, je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Non, mais on l'avait évoqué, il me semble. Au-delà de 2, ça commence à devenir... Au-delà de 2, c'est pas bon. Mais donc, c'est le lieu, c'est est-ce que le groupe qui vous emploie a des enjeux dans ce lieu ? Parce que vous pouvez avoir un lieu qui paraît exotique, mais si vous êtes dans le pétrole, l'Ouzbékistan, c'est peut-être une bonne idée. Je ne connais pas bien l'Ouzbékistan ni le pétrole, mais vous voyez, ce n'est pas automatique. C'est pour y faire quoi ? Avec quel sponsoring ? Quel est le patron ou la patronne qui vous y a envoyé ? Est-ce qu'elle sera encore là pour vous ramener ? Bien sûr, c'est important. Pour quelle réalisation ? Est-ce qu'il y a des antécédents ? Est-ce qu'il y a une jurisprudence dans le groupe ? Ça fait beaucoup de choses. Et puis, j'y reviens, est-ce que la famille va suivre, s'acclimater ? On voit des expatriations ratées aussi parce que, comme le disait Frédéric, ou le laissez entendre Frédéric, l'accompagnement n'est pas toujours idéal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un époux qui vous suit, qui ne travaille pas, ou une épouse qui vous suit et qui travaille à l'Alliance française, mais qui ne s'épanouit pas et qui veut revenir et qui vous tire par la manche en disant « quand est-ce qu'on revient à la maison ?» C'est ça, on le voit. Et puis, c'est politiquement incorrect, mais je me permets de l'évoquer, c'est que les enfants donc, sont un sujet, mais après, il y a aussi les parents. Et on a aussi des gens qui ont des problématiques de parents âgés dont ils veulent, et c'est parfaitement légitime, s'occuper. Donc le fait d'être à Moscou, ça ne simplifie pas la maison de retraite ou la difficulté de santé de la maman ou du papa. Tout ça, on ne le dira pas nulle part, mais c'est une réalité aussi avec laquelle il faut compter dans une équation. Donc il y a des tendances, mais après, le cas par cas, quand même, ça pique beaucoup. Hein. C'est ça notre job. Ta question était quel conseil je donne à une directrice marketing vente qui veut passer DG versus l'international. Donc sur ça, alors déjà moi j'ai une seule remarque, c'est vous faites ça à l'intérieur de la société dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On ne change pas aujourd'hui, on ne devient pas directeur, enfin étant directeur marketing d'une boîte, on ne devient pas DG dans une autre boîte. Enfin voilà, c'est de façon epsilonesque. Hein. Ça c'est le bon sens près de chez vous, mais toute ma vie quotidienne, je le constate. Après, sur l'international, moi j'attire l'attention sur la durée, once again. C'est combien de temps vous allez être à l'étranger. Si vous passez 7-8 ans à l'étranger, sans revenir, alors il y a 2 choses qui se passent. Il y a localement, très souvent, enfin, quand on est expatrié, on peut avoir des responsabilités plutôt plus importantes que celles qu'on aurait eues en France. Hein, ça peut arriver. Et donc, il y a un sentiment qui devient légitime de je suis vachement bon, je sais faire plein de choses, etc. Donc bon, je rentre au groupe, seulement au groupe, au siège,
vous avez perdu vos contacts et vous avez perdu toute relation avec le pouvoir, d'accord ? Et donc, vous allez être le total inconnu, avec souvent un job un peu d'attente quand vous arrivez, etc. Donc, les retours d'expatriation, c'est un vrai, grand, immense sujet et douloureux, qui peut arriver, enfin, qui peut aller jusqu'à, effectivement, se séparer, parce qu'il y a un tel hiatus entre l'expat qui a fait plein de choses, qui a la pêche, qui a envie de continuer sa carrière, et le job un peu étroit qu'on va lui proposer en sas au siège, qui dit bah non, moi je vais quitter parce que je peux faire autre chose. Quoi. Voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre, ouais, ce sûr, sont des candidats pour nous. Bien sûr, bien sûr. Yes. Ils ont été préparés, développés, formés, ils arrivent, on leur donne rien à faire, et nous on vient les chercher en disant il y a le concurrent qui cherche oui, quelqu'un c'est comme parfait vous. pour toi. Donc ça peut être une bonne opportunité. C'est pas perdu pour tout le monde. Mais oui, ouais, tant mieux. Si ça se passe Je comme m'ouvre ça. la question de quelle est la place de la fidélité dans l'entreprise. Je pense Je qu'il n'y a crois pas, que oui. à mon avis, il n'y a pas une réponse unique. Non. Me semble-t-il, parce qu'il y a des entreprises, moi j'ai eu la chance d'évoluer longtemps dans un groupe qui a changé de géométrie des tas de fois, de métiers, d'alliances, et donc j'ai pu en profiter, même sans m'en rendre compte. C'est quand on regarde après qu'on se dit « Ah bah oui, tiens, à ce moment-là, il y avait un carrefour, je l'ai pris aussi ». Et donc, j'ai absolument aucun regret, même si je partage assez l'idée de partir tous les 7 ans. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je ne regrette rien. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de raison de le faire, donc il n'y a pas une seule règle. Il faut être surtout fidèle à soi-même, je crois, avant tout. Déjà, ça, c'est une autre question un peu compliquée, mais... Donc, fidèle à soi-même, parfois la fidélité, elle peut matcher avec celle de l'entreprise, puis à d'autres moments pas, voilà. Cela dit, il faut reconnaître à certaines entreprises de cultiver la fidélité. Bien sûr. C'est une expérience que l'on a, j'ai quelques collègues dans la salle et ils verront à quoi je fais référence. Nous faisons de la chasse de tête, c'est notre métier, et il y a des entreprises dans lesquelles on sait que les gens sont difficiles à intéresser à autre chose. Alors ça tient à la surface des entreprises, elles sont importantes, il y a des centres de décision en France, on y construit des carrières qui sont intéressantes, ça joue. Et ça tient aussi à une culture plus loin que ça. Hein. C'est dans la façon de gérer les carrières, dans la façon de créer de l'affection sociétatis, la nature des produits, la mission, la vision. Je pense qu'il y a quand même des choses que je n'ai pas étudiées dans le détail, mais c'est quasi mécanique. On sait que sur 10 personnes qu'on appelle dans la société A, il y en a parfois qui vont lever la main et qui vont venir voir, mais on sait qu'à la fin, ils ne bougeront pas. Inversement, il y en a d'autres où l'attachement est très faible. Ça interroge quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font un métier qui est la culture d'entreprise, qui est la gestion des talents, qui le font certainement très bien. Très bien. Il y a des ingrédients du succès. Après, il y a des facteurs aussi structurels. C'est vrai que travailler dans un CAC 40, ça offre plus de possibilités pour un Français que travailler dans une filiale d'un groupe danois. Ça, excusez-moi pour le danois. C'est quand même ça. Sur la fidélité, moi je trouve qu'il y a des différences aussi culturelles sur 2 plans. Alors tout d'abord, il y a des sociétés qui ont une culture paternaliste. Je pense à Michelin, je pense à Mullier, voilà. Et donc la fidélité fait partie des valeurs de l'entreprise. Voilà, c'est un cas de figure. Après, c'est la différence entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne. En Allemagne, c'est très bien vu de faire toute sa carrière dans l'entreprise. C'est très très bien vu, et de vieillir, d'avoir ses cheveux blancs et de continuer, voilà, c'est très très bien vu. En Angleterre, c'est beaucoup plus dans une dynamique, et donc si vous ne bougez pas, c'est un peu suspect, quoi. C'est un peu suspect parce que, alors là, pour le coup, ils changent d'entreprise hyper souvent. Donc la fidélité, c'est peut-être une question française, ou, enfin bref, ou allemande, tu vois, mais pas partout, quoi. Donc pas partout, il y a des nuances. Frédéric, tu abordais le fait que les différences dans la gestion des carrières pour les femmes, pour les hommes. On a interviewé Anne-Thévena Bitbol, qui est directrice notamment du programme EVE, qu'elle a co-créé avec M. Ribou, et qui aborde justement ces différences de quand est-ce que j'y vais, en fonction de telles compétences subjectivement que j'ai. Quels sont les conseils pragmatiques qu'on peut donner? Quelles sont les choses qu'on peut s'autoriser à dire ici, parce que bien sûr on n'est pas filmé, ça ne se sortira pas d'ici, mais qui sont vraiment utiles, parce qu'en ne les disant pas, on continue d'alimenter une forme de, je sais pas, réalité. Je pense à Anne qui évoquait
des chiffres. Hein, voilà. Une femme, il lui faut 70% de compétences pour qu'elle aille chercher un poste, et puis elle attend quand elle a fait un très bon travail qu'on vienne la chercher, elle ne va pas chercher l'opportunité. Donc j'ai cette source d'information et j'apprécie beaucoup tout le travail d'Ève qui est extraordinaire. Vous, sur la partie chasse, outplacement, direction des ressources humaines, vous avez quelle vision concrète? Je crois que c'est une réalité. Alors, ça m'est arrivé je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là, moi, en développant des programmes de mentoring au féminin au sein de Suez, plusieurs années de suite. Et j'ai moi-même mentoré chaque année une jeune femme de talent. Parmi une liste, il y avait les 40 et quelques dirigeants français acceptaient chacun de prendre quelqu'un. Et donc, cette fameuse équation de 70% pour une femme, 30% pour un homme, enfin quelque chose comme ça, peu importe le chiffre précis. J'ai déjà été amené, moi, à la partager avec des femmes, à la partager aussi devant des grandes audiences, et personne ne m'a jamais jeté des tomates à la tête. Donc je pense qu'il y a un fond de vérité assez fort là-dedans. À quoi c'est dû, tout ça c'est sociétal, c'est un autre débat, on pourrait y passer une soirée. Il y a peut-être chez les hommes un goût pour la compétition plus fort qui fait qu'à partir de 30 on y va, même si on n'a pas tout, enfin bon, etc. C'est peut-être un peu moins vrai chez les femmes. Il y a aussi des différences sur la négociation. Aller négocier son poste, aller négocier son salaire. Et puis le troisième facteur, moi, que j'ai souvent remarqué, c'est qu'il y a une espèce d'éthique chez les femmes qu'il n'y a pas forcément chez les hommes, c'est-à-dire une éthique un peu fausse, c'est une croyance, hein, qui est de dire à partir d'un certain niveau dans la hiérarchie, si je monte, je vais devoir renoncer à mes valeurs. Et je pense qu'il y a moins d'hommes qui se posent ce genre de questions. Et donc, dans les programmes de mentoring, on essaie de déconstruire cette croyance en disant mais non, c'est pas vrai, au dernier étage de la tour, il n'y a pas que des vautours qui sont sans foi ni loi, c'est faux. Mais ces trois, enfin il y en a d'autres, hein. Ces trois facteurs-là, en tout cas, moi, m'ont souvent fait penser que le plafond de verre, il n'existe pas que dans la tête des hommes ou dans la tête de l'entreprise, pour peu qu'elle en ait une, mais aussi dans la tête des femmes. Pour accéder à des postes justement de cadre supérieur, dirigeant, est-ce que tu constates une forme d'autorisation, quelque chose qui change depuis quelques années? Alors moi, j'ai un privilège extraordinaire, c'est que je travaille principalement pour des clients dans l'industrie de santé où les femmes sont très représentées. Il y a une grande féminisation de cette population, donc je n'ai pas trop cette réalité. Et je fais un métier où il y a probablement plus de chasseuses de tête que de chasseurs de tête, donc je suis de ce point de vue-là bien environné. Je suis d'accord avec ce que Frédéric disait tout à l'heure. C'est quelque chose que je ressens. Peut-être, mais ça va dans le sens d'un des arguments que tu évoquais, le syndrome de la bonne élève aussi, dans le début de carrière. Et puis le syndrome aussi de l'imposteur, de se dire est-ce que je le vaux bien? Est-ce que j'ai la capacité d'encadrer 30 personnes? On va me confier un premier rôle de management. Bon, moi je suis bluffé quand même par plein de contre-exemples. Et c'est propre peut-être au fait qu'il y a beaucoup de femmes dans l'industrie dans laquelle j'opère le plus souvent. C'est qu'il y a beaucoup de femmes dirigeantes, elles sont très talentueuses et souvent, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais elles sont au moins aussi bonnes, aussi compétentes que les hommes. Donc j'ai un biais, mais dans l'autre sens, moi. Je ne vis pas trop ça. Mais je ne dénie pas cette réalité, parce qu'en parlant avec mes confrères et mes consoeurs, je sais que dans l'industrie, peut-être plus, dans les métiers d'ingénieur, probablement davantage. Après, il y a quelque chose pour faire une boucle avec ce qu'on évoquait au début de la conférence sur le développement du réseau. Parce que le développement du réseau, c'est aussi la demi-heure en plus à la machine à café, c'est aussi, et puis il y a la charge mentale qui fait que les femmes en général vont peut-être mettre un peu moins de temps à faire ce petit truc en plus qui fait que à la fin, on a ce quota d'activité de réseau. Hein. C'est une réalité qu'on constate dans les jeunes années, avec les jeunes enfants. Les mamans s'occupent plus de leurs enfants que les papas ne le font. C'est la réalité sociologique, je crois. En tout cas, moi, je l'observe, y compris chez moi. Et donc, je pense que le pli doit être pris. Je pense qu'il faudrait une étude sociologique qui nous dépasse tous, mais il y a une réalité, effectivement. Il y a une réalité. Après, elles sont tout aussi performantes que les hommes pour convaincre en entretien lorsqu'elles ont un projet. Et, enfin, voilà. Quels conseils on peut leur donner justement pour... Juste sur ça, si tu veux bien, sur les femmes en outplacement, les femmes qui arrivent dans notre cabinet, et donc une femme qui perd son job. Alors déjà, statistiquement, je confirme, il y a beaucoup moins de femmes dirigeantes que d'hommes dirigeants, donc on en a beaucoup moins au cabinet. Vraiment, et j'en ai parlé avec mes associés avant de venir,
D'une façon générale, ce qu'on constate, c'est la femme qui est licenciée, en règle générale, le prend mieux. Le prend mieux. À titre personnel, moi, j'ai jamais eu une femme qui s'effondre dans mon bureau. J'ai déjà eu des messieurs qui s'effondrent dans mon bureau. Alors, mon hypothèse, c'est que souvent la femme est plus équilibrée dans ses ancrages, dans son organisation de temps, etc. Et donc vraiment, je constate que souvent elles disent je souffle. Voilà, et je suis contente de m'arrêter un peu et de penser à moi, de ranger chez moi, de je sais pas quoi, enfin bon, de voir mes enfants, mais ça les messieurs aussi, ça y est, ils voient leurs enfants, enfin bon. Donc en tout cas, il y a une relation à la perte d'emploi qui est vraiment différente. Alors, donc ça je le constate. Après, il y a l'âge, c'est-à-dire une dirigeante, elle n'a pas 32 ans, enfin bon, en tout cas pas chez nous, donc elle a plutôt 45-50 ans. Et je crois qu'il y a une différence entre la dirigeante de 50 ans et son passé et les nouvelles générations où il y a beaucoup plus de parité justement dans les tâches ménagères, enfin dans tout ça. Donc je crois vraiment aux deux carrières, vraiment, une répartition autre sur les gens plus jeunes. Mais 45-50 ans, par nature, globalement, statistiquement, elles se sont plus occupées de leur famille ou, si elles n'en ont pas, de l'organisation matérielle, enfin voilà. Donc ça change après, ça change la relation au travail. Parce que donc il va y avoir des horaires. Moi je peux dire, quand j'étais chez Heidrick & Struggles, moi j'ai 3 enfants, quand j'étais chez Heidrick & Struggles, je rentrais le soir, je devais partir pour retrouver la nounou. Mon mari, il avait des horaires d'enfer, etc. Et donc je partais à 6h30 pour être chez moi à 7h, parce que la nounou partait, elle est arrivée à 7h30 le matin. Donc c'était moi qui partais. Et mes collègues me disaient « bon après-midi ». Bon après-midi. Et moi, je rebossais le soir à 21h. Enfin bref, on l'a tout fait. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est quand même... Voilà, sur ma génération, c'était ça. Après, je crois vraiment que les jeunes générations sont sur autre chose. Hein. Elles sont sur autre chose. Voilà. C'est très juste. Je voudrais rebondir sur un commentaire que tu viens de dire là, concernant les hommes et les femmes qui s'effondrent ou qui ne s'effondrent pas. Je me demande si quand même chez beaucoup d'hommes, il n'y a pas une trop forte identification à son travail. C'est-à-dire, je m'identifie à mon travail et quand je le perds, c'est fini. Le monde s'écroule, ce qui est probablement moins vrai chez les femmes. Ouais. Je suis d'accord. Je peux donner l'anecdote suivante. Donc, j'ai une table ronde et je rencontre des personnes qui choisissent leurs consultants, etc. J'ai un homme qui m'a donné sa carte, il la met devant moi, il me dit « Je vous la donne puisque j'existe encore ». Horrible. Donc on est vraiment grand travail de coaching, ça, de faire comprendre à quelqu'un qu'il n'a pas à s'identifier ni à son travail, ni à sa voiture, ni que sais-je. Oui, parce qu'on perd tous les attributs sociaux, effectivement. En plus, on perd son statut. Justement, la thématique a été abordée, mais j'aimerais juste replonger un petit peu dedans sur la notion de la violence dans l'entreprise, que ce soit le fait d'être projeté à un poste risqué, à haut niveau, sans forcément d'accompagnement. Donc, qu'est-ce que je fais lorsque je monte à ce niveau-là? Moi, je l'ai encore eu ce matin dans une grande société de conseil. Et aussi le côté, j'ai toujours eu un track record impeccable. J'ai toujours fait ce qu'on m'a dit. J'ai été, pour reprendre les termes d'une interview challenge que tu as fait il y a 1 an, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai travaillé comme un dingue. Je suis allé dans tous les continents. Et on m'a sorti du jour au lendemain quasiment. Est-ce qu'on peut en parler de cette notion de violence, que ce soit de propulsion ou d'expulsion? Et ça peut nous permettre de passer à la thématique des pistes et des conseils. Mais, Oui. Malheureusement, je crains que nous ayons beaucoup de choses à dire. Quand même. Toi, tu as peut-être plus de confidence. Non, mais moi, je suis dans l'étape d'après. Je suis dans l'étape d'après. Je crois qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. Donc nous, on recueille des confidences, bien sûr, mais on est beaucoup dans le paraître avec nous. On fait des métiers de représentation où, en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie, il faut être capable de donner le change et surtout de se montrer sous son meilleur jour. C'est tellement vrai que je crois que
ma consoeur, si tu permets que je t'appelle ainsi, recommande, toi et les tiens, vous recommandez de ne pas établir de contact dans les premiers temps et de commencer par se poser des questions, Ah oui, bien de faire sûr. son bilan. Oui. C'est de ne pas aller voir un chasseur de tête juste quand vous êtes licencié, parce que vous n'êtes pas au point, vous ne vous rendez pas compte, mais vous n'êtes pas du tout au point, et que pour aller les voir, il faut être en forme. Il faut être très en forme. Et 80% ou 90% des chasseurs de tête ne vous le diront pas, alors qu'ils le penseront. À la différence des autres passeurs qui vous le diront puisqu'ils sont payés pour vous le dire. Mais nous, on est dans un rapport qui est très ambigu vis-à-vis des cadres parce qu'ils sont à la fois des candidats ponctuellement, mais peuvent être aussi des clients demain. C'est encore plus vrai des directions générales ou des directions des ressources humaines. On a un rapport qui est très ambivalent avec eux ou avec elles. Donc, on essaie quand même d'être le plus sincère possible. Et entre nous, souvent, on se dit, mais cette personne n'est pas prête. Elle n'a pas fait le deuil, typiquement. Et tu évoquais les ruptures, elles peuvent être, je dirais, correctes. Malheureusement, souvent, elles sont cruelles, elles sont douloureuses, elles sont difficiles. Et je pense que les hommes, moins que les femmes encore, n'admettront qu'ils ne le vivent pas bien. Moi, je pose la question parfois aux gens, j'en ai qui me disent non, c'est pas facile. Et puis j'en ai d'autres qui me disent que ça va très bien, mais je ne les crois pas. Parfois, je me trompe, mais donc, et c'est de la matière sensible. À ce moment-là, c'est de la matière très sensible. Parce qu'on voit bien les gens qui ont été abîmés par un burn-out, phénomène qu'on rencontre assez souvent, un bore-out, une personne qui est restée sur un poste sas, sans consistance, et à qui on a fait croire qu'elle aurait le poste d'après qui n'est jamais venu. Ça, c'est presque pire. Ça existe aussi. Des difficultés relationnelles, pour rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai que c'est la relation qui va faire la différence à un certain niveau, dès lors que l'expertise a été validée. Donc là, on est dans un entremêlé d'émotions, de sentiments qui est la matière quasi radioactive avant de parler de la suite. C'est là que toi, tu interviens. Et nous, vraiment, les cabinets comme le nôtre. Tu veux parler justement peut-être de la meilleure manière de se préparer à sortir, parce que ça arrive, il y a des personnes effectivement qui sont très contentes de la manière de sortir parce qu'elles savent qu'elles vont rebondir, d'autres qui sont plutôt livides. Qu'est-ce qu'il faut dans son parachute pour sortir quand on est à ces altitudes de cadre supérieur dirigeant? Enfin, mais sans avoir de poste derrière? Casse-cou. Ah, si ça porte de poste derrière. Ouais. Si tu n'as pas de poste derrière, c'est casse-cou. Enfin, moi, c'est ma conviction. Ça veut dire C'est-à-dire, c'est ahurissant les gens d'excellent niveau qu'il y a dans notre cabinet. Quand on fait venir des intervenants extérieurs, parce qu'on organise des ateliers, etc., les gens se présentent, font le tour de table, interviennent, etc. Et après, les intervenants, ils disent, mais c'est incroyable que ces gens-là soient dehors, quoi. C'est incroyable que ces gens-là soient dehors. Donc, c'est très dur pour un dirigeant d'excellente qualité de trouver le job d'après, qui sera lui aussi d'excellente qualité. D'accord ? C'est très dur. Donc c'est pas partir sans rien, non. Le moins possible. Le moins possible. Mais il faut aussi dire que le dirigeant, par essence, il a intégré le facteur risque. Parce que plus vous montez dans la pyramide, certains sont même mandataires sociaux, donc ils savent bien qu'ils peuvent être débarqués du jour au lendemain. Bon, le problème, c'est que la nature humaine est ainsi faite que même si vous le savez, ça reste quand même une sacrée mauvaise surprise le jour où. Mais n'empêche que un dirigeant, il met sa tête sur le billot tous les jours, logiquement, dans les décisions qu'il prend, beaucoup plus que celui qui est en bas de l'échelle. Il y en a qui sont révocables ad nutum, donc, voilà. Donc là, au moins, c'est clair. C'est quelque chose que toi, tu as fait. Tu as sorti des cadres supérieurs. Je sais que tu l'as fait d'une manière la plus coaching possible à certains moments. Peut-être à d'autres moments, c'était plus difficile. Qu'est-ce que tu peux partager de l'autre côté du miroir? Oui, mais surtout arriver de récupérer des cadres qui avaient été sortis d'abord hors procédure par leur patron et qui disent va voir Frédéric, il va s'occuper de ton départ. Donc ça m'est arrivé aussi plus d'une fois. Donc ça revient un peu à ce qu'on vient, voilà. Même si Suez sortait les gens honorablement, en fait la vraie violence c'est le moment où on se fait dire dans son bureau, dans le bureau de je ne sais qui que c'est fini. Hein. C'est pas toujours dans le bureau du DRH que ça se passe. Parfois, pas toujours, surtout à certains niveaux. Donc c'est toujours violent et
moi, je me suis rendu compte, j'ai un cas clairement en tête, on l'avait évoqué l'autre jour, je ne vais évidemment pas le citer, mais voilà, de personnes à qui il a fallu des mois avant même d'être capable de prendre le stylo et de signer la transaction. C'est-à-dire que l'entreprise, elle propose un package financier, parce que c'est le truc le plus facile à faire finalement, voire même un accompagnement de type outplacement, mais on est face à quelqu'un qui est juste muré dans une forme de douleur, de perte statutaire, etc. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu posais la question, Grégory, de savoir qu'est-ce qu'il faut conseiller aux personnes comme ça. Moi déjà, il faut déjà faire le point sur ce qui nous entoure, notre famille, nos attaches, ce qui est solide. Il y a beaucoup de cadres dirigeants, hommes et femmes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, qui ont construit leur parcours et autour, leur famille, elle s'est adaptée, en fait, coûte que coûte. Donc la relation avec le conjoint, elle s'est construite ou déconstruite ou que sais-je, mais quand on travaille 50 ou 60 heures par semaine, forcément, ça, c'est impactant. Les enfants, ils vivent leur vie aussi, ils ne voient pas beaucoup papa ou maman, etc. Puis tout d'un coup, à un moment donné, il ou elle est là, tous les matins. Tu vois, et moi, plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit, ma femme, elle ne veut plus me voir. J'avais l'habitude, je partais à 7h, je rentrais à 21h. La personne en question, pour elle, c'était typique. Et puis du jour, et du jour au lendemain, là, on ne va pas faire le stéréotype du jogging parasé, etc. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et donc, si on n'a pas autour de soi, avant même de penser à ses amis, à ses sponsors, à ses sparring partners, au réseau, etc., le premier truc, c'est quand même la famille. Je pense que si on est tout seul, c'est dur. Et des fois, on est entouré, mais on est quand même tout seul. Parce que justement, on a tout misé sur sa carrière, et puis les autres, ils sont allés faire autre chose. Et au moment où il faut se réunir, c'est un peu compliqué aussi. Et alors, ils ne se confient pas toujours à moi, mais comme très souvent, moi, après, c'est la tâche qui était la mienne, c'était de les aider aussi à s'en aller. Un peu comme toi, j'avais des confidences, oui, j'en ai reçu pas mal, oui. Même si les hommes sont plus pudiques que les femmes, comme Crac, des fois, ils nous racontent leur vie. Justement, si on passe à cette dernière étape, quelles sont les pistes, les conseils, il y a parfois des mouvements. L'entreprise, pour moi, est aussi une zone dans laquelle on peut profondément s'épanouir. À partir du moment où il y a une prise de conscience d'un certain nombre de règles du jeu et de se responsabiliser, de décider de ses prochains pas, quels sont les conseils que l'on peut suivre en étant en poste pour prévoir le futur, pour anticiper éventuellement un problème qui peut arriver, que ce soit de notre fait ou du fait de l'entreprise. Je t'ai dit, Marek, un des premiers conseils que tu donnes, mais oui, c'est moi qui ai fait ton interview pour Challenge. Alors allons-y, qu'est-ce que j'ai dit ? Prendre soin de vous, le côté physique qui était abordé. Parce que c'est quelque chose d'important, le réseau, le physique. Quelles sont les pistes qu'on peut donner, les conseils que l'on peut activer ? Mais pourquoi faire Déjà pour bien vivre sa carrière, parce que le but du jeu n'est pas forcément que de prévoir le pire, mais aussi de prévoir des ascensions, tu fais aussi beaucoup d'évolution de carrière à l'interne de l'entreprise. Donc, je serais teneur d'un petit peu plus de solutions, sachant qu'on adressait parfois un portrait un petit peu noir. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut qu'on rétablisse un petit peu quand même et qu'on donne un peu d'optimisme parce que sinon on est tous sous Prozac à la fin de la soirée. Alors, comme je travaille pour l'industrie pharmaceutique, je ne suis pas contre, mais oui, j'ai ma cravate qui virevolte. Il y a quand même plein de gens qui sont très armés pour faire des transitions, heureusement. On a beaucoup insisté sur les cas un peu compliqués. Bien sûr. Moi, il y a plein de fois où je vois des gens en entretien qui me disent, voilà, je suis sorti ou j'ai été sorti, et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont retrouver très rapidement. Et même, je me désespère de ne pas être celui qui fait la transaction, parce qu'ils ont déjà établi des contacts, je sais que le marché va les poursuivre, tellement ils ont des talents, des atouts. Donc, il y a quand même cette réalité avec laquelle il faut compter. Quel que soit son âge, parce qu'on parlait d'une barrière qui n'existe pas pour certaines personnes. Quels critères tu vois chez ces gens-là qui font la différence ? Je pense que ce sont des gens qui font des liens. C'est-à-dire que le travail de la personne en transition, je l'appelle toujours comme ça, je dis jamais chômeur. Alors, chercheur d'emploi, moi j'aime bien. Chercheur d'emploi. C'est de faire des liens, pour moi. Ce n'est pas mon métier, c'est le tien. C'est de se rendre compte que l'on connaît en réalité, chacun d'entre nous, une centaine de personnes qui sont des camarades d'école, le voisin, le beau-frère, le camarade, celui avec qui on va à la piscine depuis 10 ans, les anciens du club de tennis, etc., etc. Et d'arriver à faire le lien et avec une convergence qui est comment ces gens-là,
chacun à leur façon, vont m'aider à mettre une petite pierre pour construire la nouvelle cathédrale. C'est un peu ça. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très mal à l'aise à ça. Et c'est pour ça que je recommande quasiment systématiquement de passer par les services de load placement, a fortiori pour des personnes qui ont franchi un certain cap de carrière. On y revient à la question de l'âge quand même, pour être aidé, armé, d'autant qu'il y a quand même il y a eu des changements substantiels dans la façon de chercher un job. Il y a 20 ans, les gens que tu accompagnes, j'imagine, ils ne connaissent pas LinkedIn parce qu'ils n'ont jamais eu l'utilisé. Ils étaient en position de décision, décideur. LinkedIn et les autres réseaux sociaux se sont développés, donc ils ne maîtrisent pas leur utilisation, ou moins. Donc il faut emprunter les codes d'aujourd'hui. Ça, je pense que vous devez les aider à ça. Et nous aussi, on les conseille là-dessus. Mais, enfin voilà, c'est quelques considérations que je peux donner. Après, il y a une forme d'agilité, donc le lien, il y a le dynamisme aussi, il y a l'envie, et puis il y a les ancrages. Moi, je suis désolé, j'y reviens, on arrive à percevoir les personnes qui sont pas complètement affectés par ça, parce qu'ils ont une épouse, un époux, d'autres activités. Ceux pour qui c'est tout, c'est ceux-là finalement qui nous inquiètent. C'est ceux-là qui nous inquiètent. Ceux qui ont tout donné à leur société, tout donné à leur job, qui ont fait les expatriations qu'on leur a recommandé de faire, qui ont suivi en fait. J'aimais bien aimer ce que tu as dit tout à l'heure, Grégory, tu as dit j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est justement pas ça qu'il faut faire. Il faut faire ça à hauteur de 60%, parce qu'il faut quand même être dans la ligne du parti. Il faut s'évertuer à faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous restez dans la ligne d'eau et qu'à un moment donné, on change de piscine, vous continuez à nager, mais vous êtes dans le mur. Donc c'est là où il faut être lucide. Alors les entreprises ont organisé des entretiens annuels d'évaluation, par exemple, quand ils sont respectés. C'est des moments privilégiés, pour n'en citer qu'un. Pour discuter. Qu'est-ce que tu penses de moi, toi qui es mon patron? Qu'est-ce que mon surpatron pense de moi, ou ma surpatronne? N'oubliez pas qu'on est maintenant dans les organisations matricielles. Vous pouvez être apprécié par votre patron français, sauf que votre patron, le deuxième, européen, il est espagnol, vous ne l'avez jamais vu. Vous l'avez vu 2 fois dans l'année. Or, c'est celui-ci qui va faire votre carrière. Donc, c'est un écosystème qu'il faut arriver à gérer. Et on voit bien, je reviens à l'agilité et le lien, être capable de faire le lien entre tous ces gens-là, être constamment un peu sur le qui-vive, finalement. C'est ça qui vous donne l'atout. Et ces gens-là, avec un peu de présomption, on les reconnaît. Après, ça ne veut pas dire que les autres ne soient pas armés. Mais ils ont parfois besoin d'être davantage accompagnés. Enfin, c'est comme ça, moi, que je traduis mon quotidien. Moi, sur la carrière, c'est 2 points. Donc, il y en a un que je partage avec toi, je vais y revenir. Le premier, c'est ne pas penser que vos résultats parlent pour vous. Voilà. C'est oui, vous êtes sérieux, vous êtes consciencieux, vous travaillez bien, vous faites bien tout ce qu'on vous dit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà. Donc, voilà. C'est... J'allais dire, on a plein de personnes dans le cabinet comme ça. Donc, je rejoins Jean-Marie sur la partie relationnelle. Dans la partie relationnelle, j'attire l'attention sur 2 points. Un, parce qu'on l'a raconté là, et l'autre, bon. L'autre, c'est plus réseau. Alors, le point classique, c'est rendre service. C'est rendre service. C'est une posture de réseauteur, ça. Hein. Le réseau, c'est pas tirer parti des gens, c'est aussi émettre. Hein, donc, c'est rendre service, être disponible en interne, etc. Et donc, tisser des liens. Ça, c'est le premier point. Quelque chose qu'on m'a raconté au bureau aussi récemment, c'est s'attacher à ne pas faire perdre la face à quelqu'un en réunion. Voilà. Mon client me racontait qu'il avait fait perdre la face à son patron. Ça, c'est pas un bon plan. Ça, c'est pas un bon plan. Oui, c'est c'est subtil, c'est délicat. Voilà. Donc, on est sur les liens. Donc, c'est s'attacher à tisser avec votre environnement des relations équilibrées, saines, authentiques. C'est prenez-y du plaisir, quoi. Prenez-y du plaisir. Voilà. Au-delà du travail bien fait. Moi, il y a une logique de témoignage très forte. C'était une des raisons de ton expérience. Cette transition, tu l'as menée. En fait, si je reprends faut pas rester trop longtemps dans la même entreprise, faut ceci, faut cela. Oui, ça, j'ai respecté aucune règle. Oui, là, c'était pas bon, là. Donc, j'ai envie de revenir là-dessus et voilà. Oui, dedans mais par ton témoignage. Néanmoins, il y a une entreprise qui est venue me chercher, qui cherchait exactement mon profil. C'est ça qui est intéressant. Et donc, qui est Safran. Et moi, ce que j'en ai retenu, je crois qu'on l'avait échangé l'autre jour quand on avait petit déjeuner, c'est que quand on recherche du travail, qu'on soit dans l'entreprise ou dehors, il n'y a pas de différence. Dehors, on est un peu plus contraint, mais c'est pareil. Il faut essayer de savoir où est-ce qu'on est employable, surtout à partir d'un certain âge. Quand on est plus jeune, c'est pas grave, il y a plein d'opportunités. Mais après, au-delà de 50, 60, j'en sais rien, je pense qu'il y a des possibilités pour tout le monde.
Mais il ne faut juste pas se tromper, il faut savoir où est-ce qu'on peut aller. Si on s'entête à aller là où on n'a aucune chance. J'avais évoqué l'exemple, et je l'ai redit tout à l'heure, du jeunisme qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes financiers, les jeunes DRH, peu importe, ils ont 40-45 ans et qu'on a passé cette tranche d'âge, bah on peut s'entêter à chercher exactement le même poste, mais on ne va avoir pas beaucoup de chances de le trouver. Ou alors, il va falloir un contexte particulier qui va faire qu'on va plutôt aller chercher quelqu'un de plus de 50 parce qu'il a l'expérience, parce que voilà, c'est complexe et c'est plutôt lui qui va... C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Puis après, à 55 et à 60 ans, c'est la même chose. Voilà. Et donc, ça refait la synthèse à ce que on dit mes deux camarades. Il faut être tout le temps en éveil, de savoir un peu quel est son marché, même à l'intérieur de l'entreprise, la situation des relations entre les personnes, les changements. Alors, des fois, il y a des éléphants énormes dans les couloirs, une acquisition, une vente, enfin, voilà, qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver en difficulté. Quoiqu'il y a même des gens qui ne voient pas ça, hein, mais des fois, les éléphants, ils sont invisibles. Il y a des signaux faibles, et puis des fois, il y a des signaux totalement invisibles. Et quelqu'un d'agile et d'alerte, c'est celui qui sait, voilà, qui ne se fait pas trop surprendre, on va dire, parce que, voilà, pas non plus être prétentieux, mais d'être capable de se dire à un moment donné, c'est le moment où c'est là que je peux aller, ou c'est là que... Enfin, voilà. Et ça, c'est aussi en sortant de temps en temps, c'est aussi en travaillant sur soi-même, c'est aussi en lisant des bouquins, c'est aussi en faisant du réseau. Enfin, tout ce qu'on s'est redit, en fait, ne sert qu'à ça. C'est être tout le temps en éveil, quoi. Pas aller être dans un mode, voilà, j'ai atteint le job que je voulais, j'y bosse de 7h du matin à 9h du soir, je suis complètement aveugle au monde qui m'entoure, et puis un jour, pof, je prends un coup de massue derrière les oreilles et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Le problème, Frédéric, c'est que les personnes qui vivent cette situation sont précisément celles qui ne s'en rendent pas compte. Et je sais bien. Et donc, mais on est là pour dire, faut pas que ça arrive. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on voit aussi se développer des cas de ce qu'on appelle aujourd'hui des burn-out, qui sont quand même assez fréquents dans les entreprises. Alors, je ne connais pas la définition médicale spécifique, mais on a des burn-out de 3 semaines, ce qui n'est pas véritablement, je crois, un burn-out, mais c'est quand même des signaux faibles dans la vie de tous les jours. Je voudrais apporter une note positive aussi, parce que souvent on reçoit des personnes, donc là on évoque le cas des personnes qui ont quitté une entreprise et qui donc se projettent sur l'entreprise d'après. Le marché est vaste, il est extrêmement vaste, surtout pour ceux qui sont mobiles. Mais au-delà de la partie géographique, il y a tout un tas d'entreprises dont on ne parle jamais. Et nous, on reçoit des personnes qui quittent des grandes entreprises et qui nous disent, ben voilà, moi maintenant je vais chercher chez Danone, chez Nestlé, chez Unilever. Oui, mais ça c'est la face émergée de l'iceberg. Et quand on n'a pas cherché de poste pendant 20 ans ou 25 ans, on n'a plus en tête, surtout quand son référentiel à soi, à commencer par les camarades de promo, par son époux, par son épouse, c'est uniquement le CAC 40 ou les grosses sociétés. Il y a un marché de l'emploi, il y a une employabilité pour des gens qui ont effectivement passé l'âge fatidique des 50 ans dans des sociétés plus petites. Et c'est là qu'il faut faire un travail souvent accompagné pour identifier des acteurs de niche, les petites sociétés, les filiales françaises de groupes étrangers qui sont souvent plus petites, qui vont avoir besoin de managers ou de dirigeants et qui vont apprécier d'avoir des gens qui viennent de grands groupes et qui ont les compétences, qui sont professionnels, qui apportent la sophistication requise en termes de management et qui vont trouver des postes qui sont plutôt des bons postes. Mais pour ça, il faut prendre la pioche et puis creuser, parce que c'est un marché qui n'est pas visible. Il faut faire de la documentation, il faut avoir fait pendant 20 ans ce que je recommande aux gens, c'est-à-dire passer 1 heure tous les 15 jours à s'occuper de sa carrière, ne serait-ce que ça, 1 heure. Mettez 1 heure dans l'agenda, ça rejoint ce que tu disais, lire les échos. Qui lit les échos ? Qui lit les échos ? Qui est capable de citer 5 sociétés dans son secteur sous le radar, c'est-à-dire pas cotées ? Qui est capable de citer 3 entreprises familiales dans son secteur ? Qui est capable de citer 3 entreprises qui appartiennent à des fonds d'investissement dans son secteur ? Réfléchissez. Alors on connaît les usual suspects, on connaît les 3 concurrents, mais le marché il est en dessous. Et donc on voit une forme de déversoir. Le candidat, excusez-moi l'expression senior, eh bien ses chances de trouver un job dans son univers habituel sont limitées et vous basculez dans la catégorie société intermédiaire ou entreprise taille humaine. Donc il faut reconfigurer les paradigmes. Justement, Frédéric, toi, J'avais un tout petit conseil pratique là-dessus, parce que la question était comment faire pour mieux gérer sa carrière à l'intérieur de l'entreprise. C'était sur ça. Et donc il y a un petit truc, quick win. C'est quand vous êtes dans l'entreprise et que vous êtes appelé par un chasseur de tête,
c'est quelquefois... alors, quelquefois, le job, il ne vous plaît pas. Enfin, il est un peu trop petit, et tout ça. Puis vous dites, ah ben non, je ne suis pas... Alors, il y a 2 cas de figure. Hein. Vous êtes appelé par une researcher et vous lui dites, bah non, je ne suis pas intéressé. Ah oui, mais cher monsieur, est-ce que vous connaissez quelqu'un que vous pourriez me recommander? Puis vous n'avez pas le temps, vous avez votre dossier devant le nez, etc. Il faut toujours être très, très gentil avec les researchers. Très très gentil parce que ce sont souvent des femmes, je ne sais pas dans ton cabinet, mais souvent des femmes, quelquefois des hommes, et donc ce sont elles qui font le tri des candidats vers le consultant. Et donc c'est très important de rendre service à ces researchers qui vont s'en souvenir. Elles ont une mémoire phénoménale, elles sont malines, etc. Donc ça c'est le premier point, vous êtes gentil avec les researchers, vous les aidez, vous leur donnez des noms et elles sauront revenir vers vous pour le job d'après. Ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je m'autorise à dire ça, j'espère que tu ne vas pas te fâcher, avec un chasseur de tête qui vous appelle et vous vous dites... c'est pas tout à fait le job que je veux. Hein, c'est pas tout. Et là aussi, moi, j'ai souvent des clients qui me disent non, j'ai dit non, ils se marient. Même quand ils sont en recherche, vous voyez, quand ils sont au cabinet. Alors moi, je leur dis, dites-leur. Alors, il ne faut pas lui mentir. Donc vous lui dites, écoutez, ça n'est pas tout à fait ce que je recherche. Mais je suis tout à fait disposée à vous rencontrer pour en savoir un peu plus. Parce que le but, c'est que lui, il vous connaisse. Parce qu'après, il y a la mémoire vive du chasseur de tête. Le chasseur de tête, il voit des gens tout le temps. Et donc après, il vous voit pendant 1h30, 2 heures. Il vous a dans son cerveau pour l'année, d'accord? Donc, il va revenir vers vous. Alors, il ne faut pas lui faire perdre son temps. Hein. Si vraiment le job, vous ne voulez pas, il faut lui dire assez vite et on est d'accord. Mais il va faire son travail, il va connaître votre carrière, il va vous comprendre. Donc ça, c'est quand vous êtes dans l'entreprise, c'est dans l'entreprise qu'il faut tisser les liens avec les cabinets de chasseurs de tête. Ce n'est pas quand vous en sortez. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pratique. Avec Frédéric, on s'est rencontrés via LinkedIn. J'avais liké, on s'était rencontrés par cet intermédiaire. On ne veut pas tout savoir. Hein. si, justement, on élabore ça. On veut garder la face. Donc, écoute du réseau, passage par un travail de connaissance de soi, aussi échange dans le domaine de l'outplacement. Quels sont les conseils complémentaires que tu peux donner, les bonnes habitudes que tu as suivies, qui, de ton point de vue, peuvent faire la différence pour aussi des camarades HEC? On l'a dit, hein, moi je pense qu'il faut sortir un peu, voilà, en fonction de ses possibilités. Quand on a des enfants jeunes, c'est plus compliqué, on n'a qu'une envie le soir, on est crevé de rentrer à la maison, etc. Mais je pense qu'il faut le faire. Moi j'avais essayé de lancer à Suez avec la maison du management que j'avais contribué à créer. Aussi un espèce d'abonnement pour qu'une quinzaine de jeunes talents qui pouvaient sortir, parce que la maison du management crée à peu près un événement par soirée, enfin pas tout à fait, mais voilà, à 2 stations de métro de l'immeuble. Et donc j'avais donné un ticket à une bonne dizaine de personnes en disant, voilà, vous avez la possibilité, il y a un calendrier, etc. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez dans l'année. Et les gens, en fait, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas et ça m'avait vraiment déçu, je le dis comme ça, parce que, et en même temps je comprends, c'est-à-dire que voilà, oui c'est vrai, le soir à 20h on n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, on a des contraintes et autres, puis on est fatigué, puis on en a ras-le-bol. Et donc moi je pense que s'astreindre, parce qu'en plus ça peut être vraiment un plaisir. À Paris on pourrait sortir tous les jours si on veut, en particulier à certaines périodes où il y a des soirées, des trophées, en fin d'année, avant l'été, etc., puis même à tout moment. Et il y a des tas de conférences intéressantes sur les nouvelles technologies, les neurosciences, le management, le coaching, que sais-je, etc. Enfin, des choses, et probablement aussi des choses techniques autour des métiers de chacun. Parce que moi, c'est le domaine qui m'intéresse, mais évidemment, quand on est ingénieur informaticien, peut-être qu'on s'intéresse à autre chose, au digital ou à d'autres domaines. Et là aussi, il y a beaucoup de sollicitations. Alors, il y en a peut-être 4 sur 5 qui n'ont aucun intérêt. Il y en a peut-être une. Et c'est là... c'est intéressant d'y aller parce que non seulement on va apprendre quelque chose, on rentrera un peu plus intelligent à la maison, mais en plus on aura peut-être rencontré des gens. Et là aussi, c'est une occasion de, voilà, sans compter forcément s'il en faut 4 ou 5 nouveaux contacts, peut-être un, c'est un qui s'ajoute à son carnet d'adresses. Et je pense que c'est ça aussi qui permet de se dire, de se sortir un peu la tête de son entreprise, parce que je pense que les entreprises nous absorbent beaucoup. Sans doute de plus en plus, hein, les outils électroniques, etc. Bon, c'est rebattu par des tas d'articles de presse et autres. On va pas revenir sur le fait qu'on est relié tout le temps. Et donc, si on ne fait pas l'effort de sortir, c'est sûr que c'est difficile.
en réponse à ta question, donner quelques conseils pratiques. Je peux en partager 2 ou 3 avec vous. Quand vous êtes dans un secteur, si par exemple vous travaillez dans le secteur je sais pas quoi, de l'automobile, ou que vous êtes dans une fonction, vous êtes direction financière, toute votre vie vous serez dans la finance. C'est probable, à moins que vous vouliez faire autre chose. Essayez d'identifier les 3 ou 4 chasseurs de tête qui font autorité dans ce secteur ou dans cette fonction. Et selon l'adage, il faut réparer son toit quand il fait beau, allez les voir quand tout va bien. Je suis directeur financier chez Valeo. Bonjour monsieur Amrop, j'aimerais faire votre connaissance. Faire votre connaissance, échanger autour d'un café. Alors, nous on n'est pas fous, 9 fois sur 10, quand les personnes ont cette démarche, c'est qu'il y a un problème déjà. La personne est déjà souvent plus en poste, ou ça commence à sentir le roussi, ce qui est humain. Mais c'est d'autant plus, c'est encore plus smart d'y aller quand tout va bien, parce que c'est là que vous pouvez créer des relations d'horizontalité. C'est là que vous apprenez à vous faire connaître. Et c'est là qu'en fait, il ne faut pas mésestimer la nature humaine du chasseur non plus. Il pensera à vous 6 mois après, lorsqu'il aura un poste à pourvoir, il se souviendra qu'il vous a vu dans un moment où vous alliez bien. Vous vous donnez de vous une image qui est positive, flatteuse. Ça, c'est quand même important. Autre conseil que moi, je peux partager avec vous, il se trouve que les chasseurs de tête sont organisés par secteur ou par fonction. Donc, si vous êtes le spécialiste de l'automobile, allez voir les 3 chasseurs de tête dans l'automobile ou le spécialiste de la chasse de tête dans la fonction. On est rarement spécialisé dans le croisement de la verticalité et de l'horizontalité. Donc, c'est un secteur ou une fonction. Selon le cabinet, l'organisation peut différer. L'autre conseil, c'est pour les personnes qui sont en transition et qui ont des postes élevés dans les organisations. Souvent, le marché hexagonal, il est relativement étroit au bout d'un moment. Si vous êtes un directeur technique dans les pneumatiques, il y a 4 acteurs sur le marché. Donc, une fois que vous avez fait le tour des directions générales ou des DRH qui vendent des pneus ou qui font des essieux ou je ne sais pas quoi, vous avez fait le tour. Et le problème, on l'observe, nous, c'est que les gens peuvent s'user dans la recherche. J'ai fait le tour. J'ai vu les 4-5 acteurs de mon secteur et ils ne veulent pas de moi. Donc, j'attends qu'il y ait un poste qui se libère. La belle affaire. Ça peut prendre 3 ans et puis il peut y avoir tout un tas de raisons qui font que ce ne sera pas cette personne. Moi, je donne régulièrement le conseil à ce type de profil de mettre donc les gens en transition ou chercheurs d'emploi, chercheurs de job, de mettre dans leur agenda, qui est donc disponible, qui est libre, dans un mois, 3 jours dans un hub européen dans le secteur en question. Donc 3 jours, l'automobile je connais moins bien, mais c'est peut-être Stuttgart ou autre. Vous n'avez pas d'idée qui vous allez voir là-bas, mais vous le mettez dans votre agenda, vous ne prenez pas les billets, vous êtes économe, et vous essayez de voir si vous pouvez remplir votre agenda. Qui je connais à Stuttgart? Qui peut me tuyauter pour rencontrer quelqu'un à Stuttgart? J'ai une ancienne connaissance qui est à Stuttgart. Tiens, en regardant sur LinkedIn, j'ai quelqu'un que je connais chez Mercedes qui y est. Et j'ai souvent eu des feedbacks de candidats qui m'ont dit « ça m'a fait un bien fou ». Parce que ça vous permet de sortir du marché hexagonal, de regarder votre marché avec une forme de distance. Au passage, vous y allez avec votre époux, votre épouse, ça vous fait un break. Parce que souvent, c'est des gens qui sont, et c'est normal, qui sont dans la recherche, très concentrés dans la recherche. La vie peut être compliquée à la maison quand même au bout d'un moment. Et vous allez entendre d'autres discours et voir d'autres acteurs du marché. Et n'oubliez pas qu'un certain nombre de positions, a fortiori élevées dans les organigrammes, sont pourvues par des chasseurs de tête qui ne sont pas à Paris. Donc, allez rencontrer le confrère d'Amrop ou d'un autre et demander, parlez à votre chasseur de tête local parisien, vous lui dites, écoute, qui est ton collègue ou ta collègue à Stuttgart? Est-ce que tu peux me mettre en relation avec lui, avec elle? Essayez d'obtenir ce rendez-vous. Ça vous fera, j'appelle ça un dépaysement, si vous voulez. Vous voyez, on va dépayser la recherche. Et on a des gens qui apprécient cette démarche. Donc ça, c'est un autre conseil que je peux partager avec vous dans la transition. Pour faire la transition, avant quelques questions, il y avait un sujet, on a parlé des TPE, PME, ETI, grands groupes. Quid de la réalité de l'entrepreneur, de la start-up, le cadre supérieur ou le dirigeant qui se dit, allez, j'ai envie de rejoindre telle ou telle entreprise ou organisation humanitaire. Je sais que c'est un sujet qui est régulièrement abordé par vos clients. Je sais que tu avais une opinion qui était tranchée sur les entrepreneurs. Oui. Je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs, c'est une toute petite composante de la population des cadres. Toute petite, toute petite, toute petite.
Il y a des études qui sont sorties, je crois que c'est la Harvard Business Review qui a fait une étude, je crois, on me coupera au montage si je me trompe, mais je crois que les entrepreneurs sont plus âgés qu'on ne le pense en réalité, tout au moins ceux qui ont réussi. Il n'empêche que des cadres qui nous disent vouloir entreprendre, on en voit plein. Alors c'est certainement flatteur de dire je veux être entrepreneur, mais à la fin du jeu, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 95 fois sur 100, ce sont des gens qu'on va retrouver dans des postes classiques en entreprise. Le véritable entrepreneur, enfin ce que moi j'appelle le véritable entrepreneur, il a hypothéqué sa maison, il a fait ça à 28 ans, ce n'est pas un homme ou une femme de 48 ans qui a construit une carrière chez, je ne vais citer personne, mais c'est rarement celui-là. Enfin, il y a naturellement une exception qui va confirmer la règle. Mais, donc moi, naturellement, on le note. On est poli, hein. On demande aux gens quels sont vos axes de recherche. Donc, et puis il y a souvent la troisième flèche, c'est créer une entreprise. On va reprendre. J'aimerais vous dire que c'est vrai, mais dans les faits, c'est pas souvent vrai quand même. Ou alors ça va être un peu en attendant. Ça va être une activité de conseil, d'expertise, qui est parfaitement respectable, hein. Mais c'est pas souvent comme ça que c'est présenté. Ce qu'on voit se développer aussi, c'est la logique d'interim management. Ça, c'est quand même une fragmentation du marché du travail. Il faudrait qu'on en parle plus longtemps, mais de personnes qui se disent, et nous on les encourage d'ailleurs, à dire, pas forcément dans les premiers temps, mais quand les personnes ont cherché pendant un certain temps, on leur dit multipliez les scénarios pour vous donner un maximum de chances, et je pourrais vous citer plusieurs exemples de personnes qui ont accepté de le faire pendant 6 mois, 9 mois, quitte d'ailleurs, c'est un autre conseil qu'on peut partager, à le faire 4 jours par semaine, et à garder une journée, qui peut d'ailleurs varier dans la semaine, hein, pour continuer à passer les entretiens, pour aller chercher le Graal, le fameux poste de DRH Europe qu'on attend dans sa recherche et qui ne vient pas. Parce qu'on est dans un secteur, que des postes de cette nature, il n'y en a pas beaucoup, qu'on n'est pas mobile, et que les postes de DRH Europe basés à Paris, il n'y en a pas beaucoup dans son secteur. Donc il faut arriver à gérer ça. Donc ça peut être une façon de patienter, ça. Alors, j'ai une remarque sur l'interim management, et puis après, je vais sur les créateurs d'entreprises. Sur l'interim management, il y a une évolution, en fait, assez récente, et donc des statistiques au plan national qui indiquent que 40% des interim managers, en fait, vont trouver un CDI. Donc, il y a une vraie transformation sur ça. Alors qu'il y a 5-8 ans, c'était intérim. Et puis après, back to square one. Hein. Donc voilà, ça se transforme, là, ça tourne. Et donc, nous, c'est ce qu'on constate aussi dans notre cabinet. Il peut y avoir une mission qui est prise et hop, qui débouche sur un CDI. Donc ça change. Sur le créateur, ce que je voulais dire, c'est la relation après. Alors, on prend les 9 cas sur 10 où ça ne va pas marcher, hein, et où la personne, après quelques années, veut retourner dans l'entreprise. Il y a la perception de l'entreprise qui ne va pas forcément être très favorable. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur va être perçu comme difficilement manageable. Il a fait tout ça tout seul, il s'est débrouillé tout seul, etc. Comment il va rentrer dans notre organisation matricielle et dans tout ça ? Comment il va faire ? Et donc, l'entreprise ne va pas se précipiter sur le start-upper qui n'a pas réussi. Voilà. On est là aussi pour vous, pour interagir. Le but du jeu, c'était de construire un maximum de questions qui soient venues d'échanges avec les invités et autres. Mais là, c'est aussi votre moment. On aura bien sûr un cocktail juste après. Vous pourrez échanger entre vous et aussi avec nos invités. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir partager. Quelles sont les questions complémentaires que vous auriez en tête, qu'on n'a pas forcément abordées ? J'ai une capacité à gérer le silence très longue, donc ça me va. Est-ce que dans les fonctions transverses, comme le DRH, la notion de secteur a encore beaucoup d'importance? Parce qu'après tout, entre Suez et Safran, le secteur est pas le même. Non, c'est pas le même. En revanche, beaucoup m'ont dit tu ne trouveras jamais dans un autre secteur. Donc, l'intérêt d'avoir une fonction transversale, c'est que normalement, oui. Alors, je ne sais pas si c'est la fonction RH la plus représentative de ça. À mon avis, au niveau financier, c'est peut-être moins compliqué. Quoique, je sais pas. Ça peut se discuter. Au niveau RH, oui, on peut le faire. Mais c'est vrai que le marché ne va pas vous y encourager forcément. Parce que le marché est assez conformiste d'une certaine manière. Bon, mais après, on n'est pas obligé d'écouter ce qu'on nous dit. Pas totalement. Merci.
Peut-être là-dessus, il me semble que Jean-Marie doit répondre, parce que on est en plein dedans, là. Si madame vous pose cette question, c'est que vous avez peut-être un intérêt dans le sujet en particulier. Il se trouve que la fonction de DRH, avec la fonction de directeur financier, est encore l'une de celles qui s'adapte le mieux. Moi, je crois que c'est aussi à l'aune du courage de la dirigeante ou du dirigeant qui recrute. On voit des dirigeants plus courageux que d'autres. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je parle beaucoup là des filiales de grands groupes. On met à la tête des filiales de grands groupes des personnes qui restent relativement peu de temps. Vous arrivez, un Français ou un étranger, il va occuper la fonction pendant 3-4 ans. Confère ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez à renouveler votre comité de direction. Vous êtes un étranger, je corse un peu le cas, et vous devez recruter un DRH. Vous allez prendre quelqu'un qui ne vient pas de votre secteur, qui ne connaît pas la convention collective du secteur, qui n'a pas fait un PSE dans le cadre de l'industrie dans laquelle tout ça se passe. Ce n'est pas simple. Donc, ils gèrent leurs risques et ils sont amenés à faire des choix qui sont peut-être encore plus conservateurs qu'ils ne le faisaient il y a quelques années. Inversement, vous pouvez aussi avoir quelqu'un, et c'est à mettre à son crédit, qui va se dire, dans mon renouvellement de comité de direction, je vais changer 4 têtes sur 8, eh bien, je vais en profiter avec mon DRH parce que c'est le moins risqué. Parce que mon directeur des ventes, il ne peut pas ne pas connaître le secteur. Mon directeur technique, il ne peut pas ne pas connaître mes produits. Mais le DRH, il peut apporter un regard différent. Bon, voilà. Donc, 50-50, je dirais. Dans notre métier, très souvent, notre client nous dit, sur un poste fonctionnel, ah ben oui, non, mais Lise-Marie, j'aimerais bien changer de secteur. Et d'ailleurs, alors il vient mais n'importe où, enfin même l'industrie, il nous dit, le luxe aussi m'intéresse, Lise-Marie, le luxe. Bon, alors, nous, ce qu'on fait, c'est une réflexion sur l'ouverture sectorielle, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux trouver à dire et à raconter à un chasseur et à un recruteur sur ma légitimité à vouloir changer de secteur? Donc, qu'est-ce qu'il y a en termes de produits, en termes de canaux de distribution? Quand je dis produit, c'est cycle de produits, renouvellement. Si vous êtes dans une industrie où ça se renouvelle tout le temps, il ne faut pas aller dans une industrie. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme horizon? C'est-à-dire, vous pouvez bosser pour des gens qui sont chez Areva, ou ça s'appelle Orano, je crois. Bon, le nouveau nom d'Areva, voilà. Areva, l'horizon, c'est 15 ans, d'accord? Et vous pouvez aller chez Casino, et l'horizon, c'est 1 heure, d'accord? Donc, après, les collaborateurs, vous avez les cols blancs et les cols bleus. Si on revient chez Areva, ils sont tous X, Stanford, etc. Vous allez dans une société de service, même type Suez, où il y a beaucoup de cols bleus aussi. Oui, voilà, par nature. Donc après, c'est qu'est-ce qui vous rend légitime dans cette démarche? Et si vous travaillez ces questions-là, après, avec le chasseur, vous avez peut-être une chance de le convaincre aussi et de tracer votre voie. Voilà. Vous aviez une question, monsieur? Oui, en fait, ma question rejoint un peu celle qui vient d'être posée, c'est-à-dire que je me demande s'il y a des spécificités dans l'investissement ou la chasse de tête en France par rapport à vos collègues à l'étranger. Et en particulier, justement, sur le point qui vient d'être abordé, qui est plus ou moins de point d'aversion au risque, votre profil qui ne rentre pas, qui ne coche pas absolument toutes les cases. C'est difficile. Bon, bien que nous ayons, nous, des bureaux partout, je reste un Français, un décrottable Français qui vit en France depuis longtemps. Donc je vais à l'étranger régulièrement, mais je ne voudrais pas verser dans le French bashing, mais je pense quand même qu'on est un peu moins ouvert, un peu plus conservateur, un peu plus reproducteur social. On va prendre un peu les mêmes diplômes, les mêmes secteurs, les mêmes fonctions. Oui, je pense. Je pense. Heureusement, parce que je veux quand même donner une note positive à cette conférence, il y a des cas qui font mentir. Plein d'exceptions. Je travaille, je vous l'ai dit, dans l'industrie pharmaceutique et on recrute, donc on accompagne le recrutement de médecins, direction médicale. Ce sont des médecins, il y en a déjà plus pour nous soigner, alors il y en a encore moins dans l'industrie pharmaceutique et c'est une population qui devient rare. Et l'on voit là une élévation de l'âge moyen des candidats dont on accompagne le recrutement. Il n'est pas complètement hérétique aujourd'hui de présenter des candidats qui ont 55 ans sur des mandats. Ce qu'objectivement, on ne voit pas beaucoup dans d'autres industries ou dans d'autres fonctions. Et je m'en réjouis. Est-ce que c'est le précurseur, quelque chose de précurseur pour d'autres fonctions, dans des métiers où il y a une raréfaction de talent, dans les métiers de luxe? C'est possible.
c'est possible. Mais il y a quand même, à mon avis, plus d'empêchements, essentiellement dans les cerveaux. Hein. Sur l'outplacement, chez les anglo-saxons, en fait, l'évolution est vers des prestations beaucoup plus courtes et beaucoup moins chères. Au téléphone, en coaching ou en outplacement, voilà, à distance, très court, pas cher. Voilà, ça c'est pas mal aux États-Unis, etc. Également, ce que je vois de ma fenêtre sur la chasse, par exemple en Angleterre, les chasseurs de tête fonctionnent beaucoup, enfin, hormis les grands cabinets qui ont des beaux réseaux, etc., il y a aussi toute une strate de boutiques. Et de boutiques hyper spécialisées où on a justement ce croisement à la fois secteur et métier, quoi. Et même à l'intérieur du métier, extrêmement fin. Donc il y a des recherches très fines à faire à Londres, parce que c'est un peu moins sexy maintenant avec le Brexit, mais voilà. Là, il y a vraiment des différences sur l'approche. Et puis à Londres, il y a beaucoup de contingences, hein, donc c'est-à-dire les chasseurs de tête, ils sont payés quand ils placent quelqu'un. Voilà. Alors qu'autrement, la posture est très différente. Voilà. C'est vrai que la notion de fluidité du marché de l'emploi, chez les cadres, elle va expliquer beaucoup de nos comportements. Un marché qui n'est pas fluide, quand vous perdez votre job, c'est plus compliqué. Un marché où il y a des empêchements culturels, sociaux, académiques au changement, ça va être plus compliqué aussi. Donc, c'est ça un problème plus sociétal, là, à l'échelle de la France. Ouais. On a parlé en fait au niveau des parcours, de la placement, de la chasse de tête, quid de la partie en fait coaching du dirigeant, quand justement tout va bien et qu'on est en entreprise, comment cette étape-là en fait, parce que finalement on va s'imbriquer avec les autres et comment on fait des choses. Oui, alors devenir un dirigeant, c'est tout sauf anodin. En fait, c'est juste un changement de métier, un changement de vie. On passe d'un rôle où on est potentiellement un expert de ce qu'on sait faire, potentiellement on peut être aussi un grand manager, les deux, et tout d'un coup on devient un dirigeant. Alors on ne va pas faire la définition du dirigeant ici, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est quelqu'un qui est regardé différemment, qui va être écouté différemment, qui va rentrer dans un codir, qui va devoir aussi se comporter d'une autre façon, à la fois par rapport à ses nouveaux collègues et en même temps par rapport à ses équipes, quand bien même d'ailleurs il resterait potentiellement à la tête des mêmes équipes. Et moi je pense que ça ne s'apprend pas intuitivement. Et parfois les déceptions peuvent être difficiles, hein, ou les moments de transition peuvent être très difficiles entre une carrière de super manager et celle de jeune dirigeant. Et donc là je pense que le coaching est vraiment une très bonne chose. En tout cas moi je l'ai pratiqué de manière systématique. Pour que, effectivement, cette marche d'escalier assez invisible, mais néanmoins assez haute, puisse être passée comme il faut. Il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup d'échecs qui sont liés en fait à ça, à ce manque de compréhension du changement, et notamment du changement de posture que ça nécessite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais voilà, donc là, moi je le vois bien là, le coaching. Il peut être à d'autres moments, mais en tout cas, là, il est utile. Moi, j'interviens sur des problématiques. Alors, je peux en citer 3. Le dirigeant, il a souvent besoin d'être accompagné quand il y a un fort changement dans l'entreprise. Donc, par exemple, son territoire, il y a une fusion, etc. Son territoire double, voilà, en termes d'enjeux. Donc, voilà, un changement fort, ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est le directeur commercial qui devient DG. Donc, je deviens le patron de mes anciens collègues. Voilà. D'autres cas, c'est pour des établissements financiers, des problématiques de co-head. Voilà, c'est comment je fais, on est à deux sur le périmètre et je fais comment. Voilà. Donc, ce sont des problématiques spécifiques et de développement. Voilà, spécifiques et de développement. Et là, les entreprises accompagnent vraiment. Enfin, voilà, tout le monde est d'accord, quoi. Tout le monde est d'accord. La marche est haute, donc qu'est-ce que je fais ? Je vais parler pour notre paroisse. Il y a aussi le coaching, ce qu'on appelle de onboarding. C'est-à-dire que vous avez été recruté dans une nouvelle fonction, vous arrivez dans un environnement que vous ne connaissez pas, un secteur que vous ne connaissez pas, si je reprends la question de madame, des responsabilités élargies, vous rejoignez un comité de direction et des collègues qui vous attendent avec un fusil au coin du couloir pour certains, donc il y a tout ça. Hein. Et après, il y a tout ce que le chasseur de tête vous a dit, c'est en gros ce qu'il savait au mieux.
il y a ce que l'entreprise vous a dit, pour autant qu'il soit encore là lorsque vous arrivez. Il y a plein de citations. Oui. Il y a les patrons Oui. que vous avez rencontrés et ceux que vous avez, qui vous ont interviewé via Skype. Patron en Espagne ou à Moscou, qui vous a interviewé, il ne vous a pas vu. Tiens, ça me permettra de donner un conseil à ce propos. Et vous arrivez là-dedans. C'est la fosse au lion, potentiellement, si on est un peu négatif, si on est un peu noir. Mais ça multiplie les risques de se prendre les pieds dans le tapis. Donc si on peut être accompagné, avoir quelqu'un qui est en résonance, qui connaît l'entreprise, mais qui n'est pas non plus dans la manipulation, c'est là que c'est subtil, et qui vous aide à décrypter ce qui n'est pas visible, ce qui est implicite, ce qui est l'historique, ce qui est la culture. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça permet d'éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Le conseil. Ah oui, Skype, oui. Ça, c'est un truc, mais il y en a qui suivent. Au taquet. C'est un truc incroyable. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, on accompagne le recrutement de cadres supérieurs et dirigeants. Et vous avez une inflation du nombre de rendez-vous pour les recrutements. D'ailleurs, c'est quelque chose dont se plaignent les personnes qui recherchent des postes, parce qu'elles mènent 3-4 processus en parallèle qui durent 6 mois, on les voit faire rencontrer 10 personnes, c'est infernal. Quoi. Oui, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça pose des questions sur la capacité de l'entreprise à diriger, parce que ce sont les mêmes qui ont dans leurs valeurs agilité. Et moi, je... Coupe au montage, ça ou pas? Ah non, ça ne coupe pas. Tous mes clients qui ont agilité dans les valeurs, tac, tac. Non, ce qui me stupéfait, c'est qu'on a des gens qui font le choix de travailler pour des sociétés et qui ont rencontré leur patron une fois. Donc on a des gens qui s'apprêtent à consacrer 12 heures par jour, 220 jours dans l'année, à un homme ou une femme, parce que c'est un peu ça la réalité, qu'ils ont vu une fois. 2 heures, Bah oui, max. bah oui. 2 heures. Donc le conseil de base, c'est mon patron, ma patronne, je le vois au moins 2 fois. Et pas le même jour, et pas la même heure, et pas au même lieu, et pas dans les mêmes circonstances. Vous le verrez déjà sous un autre angle. Et puis vous renseignez sur lui. Et puis vous avez les réseaux sociaux. Et puis vous avez des gens que vous connaissez qui y ont travaillé. Et puis vous obligez à faire une diligence la plus complète possible sur sa personnalité, son tempérament, ses humeurs, ce qu'il sait bien faire, ce qu'il sait moins bien faire. Allez-y en connaissance de cause. Ça paraît être une évidence, mais on a des cadres campés, 45 ans, 25 ans de carrière, qui font des choix sur une rencontre d'1h15. Bon, ça laisse songeur. Ça laisse songeur. C'est vrai. Mais ils sont trop contents d'avoir le job. Alors oui, mais bon. Moment du cocktail. Très bien. Et Merci ça. beaucoup à nos invités. Merci à vous. Merci Grégoire.